Radio Rec, Radio Rec, Radio Rec, Radio Rec, it's air. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Alors c'est sûr, c'est contemporain donc. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Pour faire passer la pilule discrètement. On en parlait déjà depuis plusieurs semaines, c'est dans les tuyaux. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. Voilà, on a appris quoi. C'est la 74e émission de Politiquement Incorrect, 7e de cette saison 2014-2015. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver. On est ravis de se retrouver pour ce nouveau numéro. Et nous, c'est qui? Eh bien ce soir, nous recevons Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir Nico. Et Raphaël. Bonsoir Raphaël. Salut Nico, salut tout le monde. Actualité chargée de nouveau cette semaine entre les affaires politiques, les propositions émises par les candidats à l'investiture de l'UMP ou encore après l'élection de Jean-Christophe Lagarde à l'UDI. N'hésitez pas à réagir à cette actualité, nous pourrons en parler dans Politiquement Incorrect. Pour réagir, eh bien, c'est Facebook, Politiquement Incorrect, et Twitter, Incorrect. Autre actualité brûlante, les suites de l'affaire du barrage de Sivens avec des manifestations qui continuent et qui s'organisent au sein des lycées et des universités. Des motions ont été déposées, c'est le cas par exemple à Toulouse. Je vous rappelle que dans cette affaire, Rémi Fraisse a été tué dans le cadre d'une manifestation contre la réalisation d'un barrage, une actualité brûlante dont nous aurons peut-être l'occasion de revenir bien sûr dans Politiquement Incorrect. Voilà pour l'actualité un petit peu de cette semaine, un petit tour d'horizon, voilà. Pour commencer ce soir, eh bien, une chronique coup de cœur sur un ouvrage de Thomas Piketty, on en parle tout de suite avec notamment Raphaël. Et puis notre débat ce soir sur les intellectuels aujourd'hui. Nous aurons bien sûr le temps de débattre sur ces deux sujets et on va commencer tout de suite par notre première chronique coup de cœur de ce soir. Thomas Piketty, économiste français de 43 ans aujourd'hui, pas aujourd'hui, il les a pas obtenus aujourd'hui, il a 43 ans en ce moment, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il a notamment écrit Le Capital au XXIe siècle, c'est un ouvrage de 2013 de 976 pages très exactement que Raphaël a lu pour vous et il va nous en parler. À la fin du mois de juin de cette année 2014, eh bien, ce livre totalisait 450 000 ventes en langue anglaise et 150 000 en édition francophone, ce qui est relativement important. Et on a même parlé de bulle Piketty pour caractériser cet ouvrage, ou encore de Piketty Mania, de quoi bien sûr susciter de nombreuses jalousies, j'imagine, dans les écrivains. Et voilà, de quoi poser de bonnes questions à Raphaël, qui a du coup lu cet ouvrage pour nous et surtout pour lui. Et on va se demander tout d'abord en quoi son ouvrage est-il à analyser la situation économique actuelle, puisque, oui, il s'agit avant tout d'un livre sur le capital aujourd'hui. Alors voilà, déjà pour commencer, je préciserai à tous ceux qui n'ont pas les bases nécessaires en économie, en tout cas les bases pour lire un ouvrage de base d'économie, que cet ouvrage est parfaitement accessible à tous. C'est-à-dire que tout au long du livre, tout au long des 960 pages dont tu parlais justement, ça peut effrayer les gens. Eh ben, Thomas Piketty tient la main du lecteur, il répète un nombre de fois très important l'expression « autrement dit » justement parce qu'il y a ce désir de vulgariser le savoir et de rendre l'économie accessible à tous. Ce qui fait que moi-même, en n'ayant pas de formation d'économiste, j'ai pu comprendre la grande majorité du livre. D'ailleurs, il s'attelle pendant les deux premiers chapitres, si tu veux, c'est une mise à niveau économique où il explique les concepts de base de manière très simple et où il dit dès l'introduction, justement, tous ceux qui ont déjà les bases en économie, vous pouvez sauter ces deux premiers chapitres, mais pour les autres, lisez-les et après, tout le livre coulera de source. Et c'est effectivement le cas, c'est-à-dire qu'il y a quelques fois effectivement, où on lit peut-être un passage pour essayer de comprendre le mécanisme, mais il y a toujours cette envie de vulgariser le savoir qui est omniprésente, et je pense que c'est ce qui a fait aussi le succès de cet ouvrage, notamment aux États-Unis, où on sait que les Américains sont très fans de ce genre de livres d'économie un peu actuels et un peu polémiques. Alors voilà, rapidement dans l'introduction déjà, ce qui est bien, c'est que Piketty, et il le répète tout au long de cet ouvrage, il accorde en tout cas extrêmement d'importance aux sciences sociales en général. C'est-à-dire qu'il le dit directement, il ne faut pas laisser l'histoire aux historiens, l'économie aux économistes, il faut mélanger toutes ces sciences sociales pour les rendre accessibles et faire une sorte de mixte et fournir en tout cas un travail, en l'occurrence, de 967 pages et qui est très très complet. Donc rapidement, il revient sur les
l'histoire économique et fiscale dans le monde, de manière générale. Donc il repose les bases. L'impôt progressif sur le revenu, par exemple, je ne sais pas si vous le saviez, il apparaît en 1909 au Royaume-Uni, en 1913 aux USA, en 1914 en France, en 1922 en Inde, 1932 en Argentine. Mais voilà, c'est des petites dates, des petits détails qui distillent comme ça tout au long du livre, qui sont assez sympathiques parce que c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. On se pose peut-être pas tout le jour la question de savoir ce genre de trucs. Et un autre mythe aussi sur lequel il revient assez rapidement dans le début de son ouvrage, c'est le mythe d'une croissance forte. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, on entend beaucoup les politiques parler de croissance. La croissance, c'est la vie, on a l'impression. Il faut de la croissance, il faut des chiffres hauts. Tout le monde fantasme sur la croissance industrielle chinoise de 6,9%, qui était avant de 9%, c'était encore pire. Tout le monde l'envie, mais il faut savoir qu'entre 1700 et 2012, la production mondiale, elle croît en moyenne seulement de 1,6% par an. Donc, toi, dès le début de l'ouvrage, Piketty essaie de refroidir un peu ces ardeurs-là, en expliquant bien aux gens que, de manière globale, dans l'histoire de l'humanité, ou en tout cas depuis 2000 ans, la croissance, en moyenne, elle est de 1, 2%, 3% entre 1913 et 2013. Mais voilà, c'est ce siècle-là, en l'occurrence, c'est un peu l'exception. Et par rapport à ça, voilà, donc sur 300 ans, ça nous donne une croissance de 1,6%. Donc là, on commence peut-être à se questionner, à se rendre compte que on n'a peut-être pas forcément besoin d'une croissance annuelle pendant 30 ans de 9%, comme la Chine l'avait pendant la décennie 2000. Après, voilà, pareil, un peu dans cette envie de reposer des bases et de contextualiser un peu l'ouvrage, il donne des chiffres comme ceux de la différence entre patrimoine privé et patrimoine public en France, par exemple. Il explique que 95% du patrimoine total en France est un patrimoine privé, donc qui n'est plus détenu par l'État. Seulement 5% est détenu par l'État. Au Royaume-Uni, c'est 99%. Donc on a effectivement cette image, du Royaume-Uni, pays avec la City très libérale, un peu une petite, des petits États-Unis d'Europe, entre guillemets, qui se confirment plus ou moins à travers ces chiffres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça a toujours été ainsi. C'est-à-dire qu'en 1810, le patrimoine privé équivalait à presque 8 années de revenus national. Donc en gros, la totalité, si vous voulez, du patrimoine présent dans le pays équivalait à 8 années de revenus national. Et en 2010, on est plutôt à 6 années de revenus. Donc vous voyez, ça, voilà, effectivement, il y a 2 années de revenus en plus, mais on est sensiblement sur la même échelle de grandeur. Donc ce qui montre bien quand même que, de manière générale, le patrimoine privé a toujours été supérieur au revenu national. Et pourquoi, voilà, je vais commencer à répondre à ta question, pourquoi, en quoi ça peut nous permettre d'analyser la situation actuelle? C'est justement qu'il prend des exemples historiques pour mettre en contradiction les acteurs actuels face à leur position idéologique et donc économique. Par exemple, l'Allemagne. Alors, on a une Allemagne aujourd'hui qui est la leader économique en Europe, qui nous dit qu'Angela Merkel est la première à taper du doigt sur tous les pays qui veulent de l'inflation pour réguler la dette. Elle est la première à dire non, au-delà de 2% d'inflation, c'est pas possible, il faut diminuer l'inflation. Sauf que voilà, Thomas Piketty met un cas allemand en avant, c'est celui qui était présent entre 1913 et 1950, où les Allemands avaient une inflation moyenne de quasiment 17% par an. Donc pendant près de 37 ans, les Allemands ont 17% d'inflation par an, soit des prix multipliés par 300 entre ces deux dates. On est d'accord que c'est ce qui n'est pas négligeable. Et donc, pour renflouer les caisses de l'État, l'État allemand a diminué la dette publique, a mis en place cette inflation pour diminuer sa dette publique. Voilà, c'est plus clair. Par exemple, en 1918, on avait la dette publique équivalait à 100% du PIB. En 1943, elle équivaut à 150% du PIB. Et donc, pour essayer de réguler cette dette publique, on met en place de l'inflation. Donc, c'est celle dont je parlais, 17% par an pendant 37 ans, pour faire tomber la dette publique à 20% du PIB en 1930 et 20% du PIB en 1950. Sauf que voilà, aujourd'hui, l'Allemagne ne veut plus entendre parler d'inflation. Donc, c'est ces petits exemples assez marrants que je trouve que Piketty a raison de mettre en avant pour remettre en face les acteurs face à leurs idées, en leur montrant bien que, effectivement, les Allemands aujourd'hui sont contre l'inflation comme si c'était quelque chose d'impensable, mais 50 ans en arrière, l'inflation a sauvé l'Allemagne de sa dette publique. Donc voilà, c'est ce que je trouve intéressant. Alors, on a bien vu un ouvrage qui mêle différentes disciplines, ce qui permet évidemment de mieux comprendre, de remettre les éléments avec de l'histoire, de l'économie. Un ouvrage qui permet peut-être au grand public de s'intéresser à ces questions. Donc voilà, un effort d'expliquer, on imagine, en 900 pages. Donc finalement, un livre qui, d'après son titre, Le Capital au XXIe siècle, aborde avant tout le sujet du capital. Quel est le cœur de son propos dans cet ouvrage ? Alors, comme il le dit, voilà, dès l'introduction, si tu veux, dans l'introduction est très dense parce qu'on a toute la base de l'ouvrage et tous ces concepts qui va ensuite servir à comprendre le reste de ses idées. Et il met en avant notamment une loi fondamentale du capitalisme
qui est celle que le rapport capital-revenu, ce qu'il appelle le rapport capital-revenu, équivaut au taux d'épargne, au rapport entre le taux d'épargne et le taux de croissance du revenu national. Alors, je vais essayer de vulgariser la chose. C'est-à-dire que le rapport, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que, par exemple, à l'heure actuelle, le patrimoine total en France équivaut à 6 années de revenu national. Ce rapport-là dépend du taux d'épargne actuel et du taux de croissance dans la société. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si la croissance est de 1%, mais que le rendement du taux de capital, le rendement du capital est de 5%, eh ben, ça veut dire que quelqu'un qui hérite de quelque chose, il lui suffira pour lui d'épargner un cinquième de son héritage pour aller, entre guillemets, aussi vite que l'économie, et les 4/5e, il pourra les dépenser. En gros, c'est cette idée de base, et c'est ce qui définit le rapport capital-revenu. Et selon Piketty, justement, c'est le régime de croissance faible qui est vécu actuellement qui explique ce retour du patrimoine et du capital sur le devant de la scène. C'est-à-dire que le fait que la croissance soit faible et que le capital, voilà, en gros, le fait que la croissance soit faible et que le capital soit plus rentable fait que automatiquement le capital et le patrimoine prennent de plus en plus d'importance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on entend de plus en plus dans la presse des histoires d'un tel qui possède 10 maisons, d'un patrimoine de plus en plus important. Et c'est ce que Piketty veut mettre en avant dans son ouvrage. Et donc on pourrait retrouver, d'après Thomas Piketty, un écart entre ce revenu national et la on pourrait retrouver un écart entre ce revenu et la croissance équivalent à celui du 19e siècle, où on avait une croissance de à peu près 0,1%, voilà, qui n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on attend actuellement, et un rendement pur du capital de 4,5%. Et donc, ce que dit Piketty, c'est que si ça continue sur cette voie-là, on pourrait, dans les prochaines années, retrouver ce même niveau. Alors, c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit, on l'a vu tout à l'heure, il a été beaucoup acheté, ce livre. Il a fait beaucoup de bruit, notamment parce qu'il dénonce apparemment les inégalités croissantes aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous en dire plus, évidemment, sur ce sujet ? Ouais, du coup, je vous ai noté quelques chiffres qui sont assez parlants, qui sont assez intéressants, parce que dans la presse, on les met souvent très en avant pour marquer des inégalités, pour faire pas peur aux gens, mais pour leur montrer qu'il y a quand même certains soucis dans la société actuelle. Alors, la référence, entre guillemets, de Thomas Piketty et des économistes en général, ce sont les pays scandinaves des années 70-80, où on estime que les inégalités sont moyennes, ce qui est le niveau, entre guillemets, le plus acceptable qu'on ait pu trouver. Voilà, c'est une sorte d'idéal. Alors, les pays scandinaves, dans les années 70-80, ils sont caractérisés par cette inégalité moyenne de la propriété du capital. Et dans cette société en question, les 10% les mieux payés cumulaient 20% du total des revenus du travail. Vous m'avez suivi, Marc et Nico. En gros, les 10% les mieux payés, ils détiennent 20% de tous les revenus du pays. Voilà, c'est plus clair. Un cinquième des salaires du pays vont chez 10% de la population. Sauf qu'aux États-Unis, en 2010, ce rapport, il est complètement différent. On a 10% des mieux payés, donc du revenu du travail. Là, on ne parle pas d'héritage, on parle uniquement de revenus du travail. Et les 10% les mieux payés aux États-Unis possèdent 35% de ces revenus du travail. Donc c'est un des premiers chiffres auquel Thomas Piketty donne de l'importance. Et je suis désolé pour vous, mais ça va s'empirer avec les chiffres. Là, j'en ai d'autres qui sont encore plus marquants, notamment au niveau du patrimoine. Donc le titre de l'ouvrage est assez parlant, Le capital au XXIe siècle. Notamment, on peut y voir une petite référence à Karl Marx et à son ouvrage Le Capital. Et donc Thomas Piketty dénonce tout au long de son ouvrage, c'est le sujet, c'est cette recrudescence du capital dans l'économie, si vous voulez, cette importance qu'on redonne au patrimoine, cette importance que le patrimoine reprend parfois à nos dépens. Et donc il met en avant des chiffres, notamment celui-là, c'est qu'aux USA en 2010, les 10% les plus riches en termes de patrimoine possèdent 70% du patrimoine national. C'est-à-dire qu'on a 10% de la population la mieux lotie en termes de patrimoine qui possède 70% du patrimoine entier des États-Unis. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai lu ça, c'est quelque chose qui paraît un peu assez effrayant comme ça. De prime abord, il faut quand même être préparé psychologiquement. Et à côté de ça, on a 50% des plus pauvres, donc 50% des gens les plus pauvres du pays qui possèdent seulement 2% de ce patrimoine. Et donc c'est cette opposition aussi que Thomas Piketty essaie de démontrer. Et voilà, pour finir, j'ai un autre petit chiffre dans la même lignée, toujours pareil. Donc en 2010 aux États-Unis et en Europe en 1910, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il montre bien si vous voulez, la corrélation entre les deux, c'est qu'il
si les États-Unis de 2010 vous parlent pas, eh ben dites-vous que en gros c'est le niveau qu'il y avait en Europe en 1910. Et peut-être que là les gens en se disant ah, c'était quand même ce qu'il y avait il y a un siècle vont comprendre qu'il y a un problème à régler. Donc voilà, aux États-Unis en 2010 et en Europe en 1910, 10% des plus riches possèdent 50% du revenu total. Donc là, c'est un mélange de revenus du travail et de patrimoine, c'est l'ensemble, c'est le revenu global, c'est ce que quelqu'un perçoit par toutes ses sources de revenus. Eh bien, 10% des plus riches possèdent 50% du revenu total en 2010 aux États-Unis et en Europe en 1910. Mais moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est avant tout le 2010 aux États-Unis, parce que c'est contemporain, c'est actuel, ça parle à tout le monde. On parle parfois d'inégalités grandissantes sans poser quelque chose de concret sur ces phrases-là. Bah là, on a des chiffres. C'est que 10% des plus riches possèdent 50% des richesses nationales. Alors on imagine que Thomas Piketty essaye de caractériser un petit peu toutes ces personnes, ces catégories. Qui sont ces 10% finalement derrière ça? Alors oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dresse aussi un portrait de ces 10%. Et je dirais même plus, il est plus précis que ça parce qu'il dresse un portrait des 0,1% des plus riches du pays. Alors qui sont-ils? Eh ben, écoutez, on a souvent cette image assez décriée des débats dans la société par rapport aux footballeurs, aux artistes, des salaires trop élevés. Ça fait souvent polémique. Eh ben, il faut savoir que 60 à 70% des 0,1% des revenus les plus élevés, donc on a, en gros je vais vous mettre sur la table, on a 0,1% des plus riches aux États-Unis. Et ben, parmi ces 0,1%, qui représentent à peu près 330 000 personnes, on a 60 à 70% qui sont des cadres dirigeants. Donc c'est pas des footballeurs, c'est pas des artistes, c'est pas des acteurs non plus. Oui, finalement, ces gens-là sont à la marge. Voilà, ils représentent 5% de ces 0,1%. Donc tu vois, 5%, c'est quand même pas grand-chose. 60 à 70% des 0,1% des plus riches aux États-Unis sont des cadres dirigeants. Et les métiers de la finance aussi. Ça, je sais que beaucoup aussi accordent de l'importance à ça, en croyant que la finance, en pensant à juste titre, en tout cas que la finance est un métier qui peut rapporter beaucoup. Et bien les métiers de la finance ne représentent que 20% de ces 0,1% des revenus les plus élevés. Donc parmi ces 0,1% les plus riches, entre guillemets, seulement 20% viennent du milieu de la finance. Donc c'est quand même qu'il y a 80% qui proviennent d'un milieu, en tout cas parallèle à celui-là. Et c'est ce qui est intéressant parce que je trouve que ça lutte, en tout cas, contre certaines idées qu'on avait de la richesse, en tout cas accumulée aux États-Unis ou ailleurs, et qu'on pouvait, on peut avoir tendance à faire certains raccourcis parce qu'on a des images qui viennent comme ça, des scandales publics dans les journaux. Et donc ces chiffres-là rétablissent en tout cas un semblant de vérité. Et donc voilà, Piketty, forcément dans la suite de l'ouvrage, vous allez me dire assez logiquement, il essaye d'expliquer pourquoi cette augmentation des revenus et pourquoi cette omniprésence des cadres dirigeants dans ces 0,1% des plus riches. Écoutez, ça, je voulais vous l'expliquer après, mais tant pis. En gros, Thomas Piketty explique qu'on a actuellement dans la société une forme d'extrémisme méritocratique. C'est-à-dire que on a besoin aujourd'hui de désigner des gagnants en leur offrant des rémunérations extravagantes. D'autant que il le met bien en avant, c'est que cette fixation des revenus, elle est souvent pas du tout liée avec la logique rationnelle de productivité. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout rémunérer un PDG parce qu'il a produit tant, qu'il a gagné tant. C'est-à-dire que souvent, le PDG va gérer lui-même son revenu et donc il n'y a pas du tout de corrélation avec la productivité. Et c'est ce qui, selon lui, en tout cas, explique une partie de l'augmentation des revenus. Et d'ailleurs, on a deux chercheurs qui ont mis en avant un phénomène assez intéressant qui s'appelle Bertrand et Mullane-Hatton, qui ont mis en avant le phénomène de pay for luck, de rémunération de la chance. Et ils ont montré, en tout cas dans leur étude, après il reste à voir s'il y a eu des opposants ou pas, mais eux en tout cas ont montré dans leur étude que quand les profits, c'est quand les profits ou les ventes progressent grâce à des facteurs exogènes, c'est-à-dire étrangers, qui ne sont pas du tout dépendants de l'entreprise en question, que les rémunérations des dirigeants augmentent le plus fortement. C'est-à-dire que si tu veux, c'est dans les cas où le profit se fait de manière exogène et pas du tout maîtrisé par le PDG en question, que les PDG, justement, vont avoir tendance à s'augmenter beaucoup plus facilement. Donc, je trouve ça assez intéressant aussi, dans ce propos voilà, de Piketty, d'augmentation des salaires. Alors, bien sûr, que propose-t-il pour faire évoluer cette situation, et notamment en France ? Alors, que propose-t-il Excuse-moi, parce qu'effectivement, il y a eu des reportages à une certaine époque là-dessus sur les rémunérations assez importantes des cadres dirigeants où on montrait justement qu'ils avaient besoin, pour les amadouer, en gros, pour qu'ils viennent chez vous, voilà, le cadre un peu comme une espèce rare, eh bien, on proposait des rémunérations un peu trop importantes parfois. Alors oui, c'est vrai que Piketty le montre. Effectivement, on peut se dire, mais c'est pas logique ce que tu nous dis, Raphaël. Le salaire moyen a augmenté pendant ce dernier siècle.
notamment le salaire minimum, hein, on peut le voir avec le SMIC, c'est très flagrant. Sauf que, d'après Piketty, en tout cas, le salaire moyen a augmenté, mais les écarts de salaire n'ont pas diminué quant à eux. C'est-à-dire qu'on a augmenté le salaire moyen, mais comme le salaire maximum, entre guillemets, s'est accru de manière aussi rapide, voire beaucoup plus rapide, on a gardé les mêmes écarts entre les salaires. Et donc, quelle solution pour Piketty ? Investir massivement dans les formations professionnelles et supérieures. C'est pour lui la principale solution. Je sais que ça va faire plaisir à Marc parce que c'est vrai que c'est un discours qu'il met souvent en avant. Mais c'est pour lui l'une des solutions clés pour en tout cas résoudre ce problème des inégalités salariales sur le long terme. Je dis bien sur le long terme parce que c'est ce qui le différencie dans son ouvrage. C'est-à-dire qu'on peut avoir des épiphénomènes comme ça de tentatives de résolution de problèmes. Sauf que pour lui, sur le long terme, il faut investir dans les formations professionnelles et supérieures. Et c'est ce que pour lui, les États-Unis n'ont pas fait durant ces dernières années. Et c'est ce qui explique, en tout cas en partie pour lui aussi, cette augmentation des écarts de richesse aux États-Unis. Alors pour vous donner quand même des petites statistiques que je suis allé puiser dans l'ouvrage, il faut savoir que c'est seulement depuis 1985 que le revenu minimum en France est supérieur à celui des États-Unis. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont on ne pouvait pas forcément se douter avant. On disait que toujours les États-Unis, au niveau du salaire minimum, c'est pas toujours ça. Et ben en tout cas, il a fallu attendre 1985 pour que la France ait un salaire minimum supérieur à celui des Américains. Un phénomène récent. Donc. Où on atteignait à peu près les 6,2 €, donc les 7,4 $. Et c'est la période, si vous voulez, des années 80, c'est à partir de 85 où Ronald Reagan bloque les salaires pendant notamment une période d'inflation, ce qui a fait que les familles ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat. Et au Royaume-Uni, parallèlement à ça, le salaire minimum, je ne sais pas si vous le savez, mais il ne date que de 1999. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement récent. Il est à l'heure actuelle de 8,05 € de l'heure, donc ce qui est, ma foi, assez raisonnable, hein, mais c'est quand même, voilà, ça a 15 ans, le salaire minimum au Royaume-Uni. Donc c'est vrai que pour nous, Français, ça peut nous paraître un peu incroyable, vu qu'on connaît ça depuis pas mal de temps. Mais il faut savoir que ce n'est pas le cas partout. Et voilà, et pour expliquer aussi, je vais en finir avec cette partie de l'ouvrage, mais pour expliquer cette augmentation exponentielle des salaires aux États-Unis et dans les sociétés comme la Grande-Bretagne, Piketty explique aussi quelque chose, c'est que ces sociétés ont été en fait tolérantes plus tôt à l'égard de ces hauts salaires. C'est-à-dire qu'on a eu un phénomène de tolérance qui est apparu dans les années 70-80 aux États-Unis et en Grande-Bretagne, ce qui a fait, c'est notamment après la période de la révolution conservatrice de Margaret Thatcher. Aux États-Unis, c'est pareil, ça correspond plus ou moins à la période de Ronald Reagan dans les années 80, donc d'une période républicaine où on essaie de redonner aux États-Unis on essaie de remettre les Américains en tout cas sur le devant de la scène après après un mandat de Carter assez décrié. Et donc, ce qu'il dit, c'est que cette normalisation des normes, en tout cas, ces mœurs-là, elles sont arrivées en Europe 10 à 20 ans plus tard. Et c'est ce qui explique ce décalage temporel, en tout cas, et le fait aussi qu'aux États-Unis, il y ait plus d'écart maintenant. C'est peut-être parce que, du coup, les écarts sont arrivés plus tôt. Parce qu'on a eu cette tendance à accepter, peut-être, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec l'extrémisme méritocratique, c'est que peut-être cet extrémisme en question est arrivé plus tôt aux États-Unis. Alors, on a parlé rémunération, salaire. Où est l'héritage, alors, dans tout ça ? Alors, en ce qui concerne l'héritage, Piketty, il a constaté plusieurs choses. D'une part, et c'est pour moi le principal peut-être apprentissage de cet ouvrage, c'est que l'héritage a pratiquement retrouvé l'importance qui était la sienne pendant le 19e siècle. Donc, c'est-à-dire que l'héritage a retrouvé dans la société et dans les familles une part qui était présente il y a plus de 2 siècles. Donc c'est quelque chose pour moi qui est assez marquant parce qu'on a l'image, on parle du 19e siècle, on a cette image, je sais pas, vous voyez, de la monarchie de Juillet, de Napoléon, pourquoi pas, on a l'impression que c'est très lointain, que c'est une société qu'on ne retrouvera peut-être jamais, mais en tout cas au niveau de l'héritage et du fonctionnement de la société, c'est un peu les mêmes facteurs avec l'Ancien Régime notamment. On finit aujourd'hui par retrouver ces mêmes niveaux. Alors, pour appuyer ça, j'ai quelque chose d'assez marquant comme chiffre, en tout cas des statistiques aussi assez importantes. Alors, il faut savoir que 1/6 de chaque génération née entre 2010 et 2020, donc on prend 1/6 de génération 2011 par exemple, et 1/6 de tous ceux nés en 2011 vont gagner en héritage ce que 50% de la population la plus pauvre gagnera dans toute sa vie. Donc, pour moi, c'est ce genre de chiffre aussi qui concrétise un petit peu ces grandes théories, ces grandes phrases sur l'héritage. C'est-à-dire qu'on se rend rapidement compte avec ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire qu'on a, sur une génération, on a 1/6 de la génération qui va gagner ce que 50% des plus pauvres gagneront sur toute leur vie, sauf qu'eux l'auront dès la naissance. Donc
Je vais vous faire une métaphore assez bizarre, mais c'est comme commencer au Monopoly avec 40 000 euros direct en caisse et commencer à côté de quelqu'un qui ne part avec rien en poche. Donc forcément, c'est plus facile d'investir au début, c'est plus facile de fructifier son argent et c'est plus facile d'être économiquement viable à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans et durant toute sa vie en fait, parce que c'est des inégalités qui perdurent dans le temps. Ça. Et ce phénomène-là, alors voilà, ce phénomène d'un sixième... alors attendez, je me suis perdu un petit peu. Non, bah voilà, je vais conclure. Oui. Je vais conclure parce que voilà, c'est vrai que ma chronique peut paraître assez compliquée à comprendre, mais faut voilà, comme tu l'as dit, Et c'est c'est pour ça que 967 Marc va intervenir. Oui. c'est J'ai des 967 trucs à pages, dire. 976 pages, c'est de l'économie. C'est très long à digérer forcément parce qu'il y a un nombre de chiffres qui est très impressionnant et de théories aussi. Donc forcément, après le travail est très bien fait. C'est-à-dire qu'on a un sommaire qui est extrêmement bien organisé. Tous les tableaux, toutes les données, tous les chiffres qu'il met en avant sont présents sur un site internet créé spécialement pour le livre, donc sur lesquels on peut tout retrouver. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, Thomas Piketty a vraiment fait du très bon travail. Et donc pour conclure, je terminerai sur un autre mythe qui peut apparaître parfois de manière assez éclatée dans la presse. C'est ce mythe de la Chine qui viendrait envahir l'économie française, par exemple, pour racheter les hôtels, racheter les boutiques, racheter les commerces. Une Chine qui envahirait économiquement la France. Donc voilà, Thomas Piketty a voulu calmer les ardeurs de certains journalistes, en tout cas, en montrant et en mettant en avant deux chiffres qui montrent bien, en tout cas, l'écart de richesse entre deux régions. Je parlais de la France, mais il parle de l'Europe en général. Donc voilà, le capital immobilier et financier des ménages européens, voilà, donc c'est toute l'Europe, hein, il est de 70 000 milliards d'euros. Et donc à côté de ça, Piketty, pour montrer que la Chine est encore loin de pouvoir s'acheter l'Europe de manière un peu vulgaire, montre que les actifs du Fonds souverain chinois et de la Banque de Chine ne sont que de 3 000 milliards d'euros, donc 20 fois moins que les richesses qu'on a en Europe. Donc voilà, c'était la petite anecdote pour essayer de relativiser cette sensation qu'on peut parfois avoir devant une info aux 20h de France 2 qui nous apprend que la Chine a racheté tel commerce ou tel centre commercial. On a un ouvrage de 900 pages qui, j'imagine, est plutôt bien documenté. Quel crédit peut-on accorder à cet auteur, Thomas Piketty? On l'a dit, peut-être comme élément de réponse avant de t'entendre, qu'il est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, notamment. Et diplômé notamment de la London School of Economics. Écoute, du crédit, on peut lui en donner beaucoup. En tout cas, c'est mon avis personnel. Faut savoir que Thomas Piketty avait notamment été conseiller économique pendant une période pour le Parti socialiste en France et qu'il a été sollicité aussi par la Maison Blanche. Donc c'est-à-dire qu'il est intervenu à la Maison Blanche pour un rendez-vous professionnel entre guillemets avec Barack Obama et ses conseillers pour parler économie justement suite à la publication de cet ouvrage. Thomas Piketty, c'est vrai qu'il a été d'abord publié en France, ça a été un épiphénomène, on en a un tout petit peu parlé, et il y a eu un boom aux États-Unis. Le livre a buzzé complètement, il était numéro 1 des ventes, il me semble, au classement du New York Times en mai 2014, il me semble. Donc c'est dire si le livre a plu. Et Thomas Piketty a fait le tour de toutes les grandes universités américaines. Il est allé à Harvard, il est allé à Berkeley, il a fait des conférences partout aux quatre coins des États-Unis. J'ai vu des conférences aussi faites pour le public en général, pour le lecteur, où il y avait des dizaines et des dizaines de personnes qui venaient se faire signer leur livre avec un petit mot. Et donc voilà, Thomas Piketty a énormément intéressé aux États-Unis, comme tu l'as dit, à tel point qu'on parle de Piketty Mania, de bulle Piketty avec... faut quand même se rendre compte que pour un économiste, Piketty a fait la une des journaux et de certains quotidiens et de certains magazines aussi, qui sont parfois peut-être plus représentatifs de toute l'influence culturelle que peut avoir un personnage public. C'est un économiste, quoi. Je sais, moi, j'ai pas en tête, peut-être à part Stiglitz, et encore, c'était peut-être dans une moindre mesure, un économiste qui ait fait autant de bruit pendant ces dernières décennies. C'est à tel point que certains parlent pour cet ouvrage, en tout cas pour l'instant, de l'ouvrage économique du XXIe siècle. Marc, que penser de Thomas Piketty de ton point de vue? Est-ce que tu connais cet auteur? Non, c'est Raph. Quelle réponse? Je Voilà. vais être honnête, c'est Raph qui me l'a fait découvrir. J'ai pas eu la foi de faire comme lui, de lire tout ce que Piketty a écrit là-dedans, même si il m'avait déjà signalé que c'était très, très vulgarisé et très accessible. Il y a un premier point sur lequel je voudrais réagir, c'est marrant d'ailleurs qu'il le précise, c'est quand il dit justement les sciences sociales c'est un vaste domaine, il ne faut pas laisser l'histoire aux historiens, l'économie aux économistes, etc. J'ai l'impression quand même que l'économie c'est le seul domaine où il n'y a pas forcément besoin
où il y a besoin d'avoir quand même une base assez théorique et même, comment dirais-je, scientifique pour la comprendre. L'histoire, ça s'apprend, la géographie aussi, la sociologie de même, et d'autres matières. J'ai l'impression quand même que l'économie, ça reste le domaine où il faut quand même savoir, avant de vulgariser, que ça résonne dans sa tête qu'il y a, il y a des connaissances et qu'il y a des calculs à savoir faire déjà, d'une. On va juste laisser peut-être Ouais, Raphaël j'aurais tendance à répondre. dire que l'histoire aussi, pour la vulgariser, il faut la connaître dans ses détails. Oui, mais je veux dire, la science sociale, pour moi, c'est vrai que j'ai du mal des fois à faire rentrer l'économie là-dedans, pour la simple et bonne raison que j'ai plus l'impression qu'il faut quand même d'abord avoir une bonne formation scientifique ou économique et sociale avant Je, com- d'avoir une formation littéraire. je comprends très bien. Ce que Voilà. dit justement Piketty, c'est qu'il faut que les autres, ses collègues de sciences sociales, que ce soit historiens, sociologues, géographes ou d'autres domaines, fassent l'effort, en tout cas, de s'approprier ces bases-là. En tout cas, de faire le pas en avant vers l'économie. Il y a des ouvrages très simples, en tout cas, qui essaient d'expliquer l'économie aux néophytes. Et c'est pour ça que je vous dis que Thomas Piketty prend ces 2 premiers chapitres pour expliquer au lecteur les principaux concepts. Et il le fait de manière très pertinente. C'est très bien réalisé. C'est-à-dire que les 2 premiers chapitres, on pourrait les donner... Moi, franchement, je vous le dis honnêtement, tu me donnes les 2 premiers chapitres, tu me dis de faire un cours à la fac de base pour économie débutante. Il suffirait à la limite de lire les 2 premiers chapitres pour avoir un cours satisfaisant. C'est-à-dire que tout est simple, tout est clair. Il y ajoute des exemples, il explique clairement avec des chiffres, tout est simplifié et tout est accessible. C'est pour ça que je te dis, il faut comprendre aussi sa démarche, c'est qu'il en avait marre aussi des économistes qui Oui. s'enferment un peu dans leur matière Ça, c'est bien. et qui font que personne ne les lit finalement, parce que à vouloir trop s'enfermer, à vouloir trop techniciser la chose, on finit par cibler une micro-communauté. Et c'est ce que j'aime bien, c'est ce que j'aime bien justement dans cette pratique-là, c'est que j'ai toujours, même dans les ouvrages, pas forcément en cours, même dans les ouvrages que je peux lire, j'ai toujours l'impression que des fois on cherche la petite bête où il n'y en a pas, ou qu'on essaye de tout scientifiser. Moi, je pense que c'est un des gros problèmes justement sur la question des intellectuels aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il faut tout rendre compliqué, qu'il faut toujours se questionner sur plein de choses. Montrer qu'on est le spécialiste. Ouais, en fait, essayer des choses qui peuvent paraître assez banales, de toujours essayer de chercher le petit truc qui va faire que de légitimer sa matière ou sa place. ou sa place, Son statut. son statut également. Et c'est ça qui m'a toujours dérangé, alors que je pense qu'aujourd'hui, et encore une fois, on en reviendra tout à l'heure, ce qui manque plus, c'est pas forcément les connaissances, c'est de savoir juste raisonner. Après, voilà, tout s'imbrique. Je veux dire, quand on fait un sujet sur l'économie, on va être obligé de parler d'histoire, on va être obligé de parler de sociologie, on va être obligé de parler de géographie. Pourquoi ici? Pourquoi dans l'histoire c'est comme ça? Raph, vous voyez bien ce qu'il a fait. Il y a quand même de l'histoire, il y a quand même des comparaisons historiques. Et voilà, donc moi j'en ai marre qu'on nous serve que l'économie c'est que de l'économie, que l'histoire c'est que de l'histoire, et de la géographie c'est que de la géographie. Enfin, voilà, moi je pense Et que puis ça biaise les analyses ça biaise finalement de l'analyse, s'enfermer. c'est-à-dire que c'est à force de voilà, exactement, c'est à force de vouloir tout séparer. Ben, on comprend pas en fait les liens qu'il y a entre toutes les matières. C'est ça qui me dérange. Et j'ai quand même, je trouve que les historiens ou les penseurs africains qui écrivent sur les questions font de tout. Font de l'histoire, ils mêlent tout. Il y a même pas, d'ailleurs, c'est même pas catégorisé comme en France avec collection histoire, collection truc. Non, c'est de la science sociale dans sa version la plus noble, je pense, et c'est quand même intéressant de le soulever. On le voit notamment à travers des chercheurs, même en France aujourd'hui, qui ont du mal à se catégoriser. Oui. Oui. À titre personnel, je le vois en urbanisme où voilà, on a des sociologues, des urbanistes, et finalement, nous, c'est une filière d'urbanisme, mais mine de rien, eux ont du mal à se catégoriser en tant que sociologues, urbanistes, économistes, parce que les champs disciplinaires ne sont jamais véritablement fermés. Voilà, Et heureusement, sinon. Et heureusement, parce que si on fait catastrophe. de l'urbanisme, si on questionne pas la sociologie, si à la sociologie, on va pas comprendre. Enfin, je veux dire, l'urbanisme, c'est pas forcément, enfin, c'est pas seulement, élever des tours, c'est essayer de savoir qui va venir en fonction des mobilités, donc c'est de la géographie qui va partir, et au biais de l'histoire, qu'est-ce que ça a pu faire des situations comme ça. Il faut toujours essayer de comparer historiquement, même si les contextes sont différents. Alors voilà, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur cette question-là. Raphaël. Ouais, voilà, sur le point culturel, justement, pour vous dire à quel point il mélange les genres, c'est-à-dire qu'on a aussi énormément de références à la littérature française, notamment il parle du discours de Vautrin, de Rastignac, de personnages comme ça, sur lesquels il se base pour montrer notamment la place de l'héritage, parce que le discours de Vautrin, c'est, je vais essayer d'aller vite, mais en gros, c'est l'idée de dire, si tu te maries avec un tel, tu bénéficieras de plus de richesses que si tu pars travailler. Donc marie-toi avec lui au lieu d'aller travailler. Et du coup, il part de ça, si tu veux, pour expliquer la place de l'héritage et des revenus du travail, des inégalités aujourd'hui. Et c'est vrai que constamment, il y a ces références-là, et même à des séries des séries américaines assez récentes, contemporaines, sorties dans les années 2000, West Wing notamment, pour parler de politique. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ce souhait. Et pour la petite anecdote, Thomas Piketty a mis 15 ans à rédiger cet ouvrage. Donc d'où les 976 pages. C'est un ouvrage, un travail titanesque qu'il a réalisé.
Est-ce que tu sais s'il l'a réalisé seul? Enfin, comment est-ce qu'il y a des remerciements, des choses comme ça? Bah, écoute, j'ai tendance à dire qu'un ouvrage de 1000 pages et un ouvrage de manière générale, on le réalise jamais vraiment seul. C'est-à-dire Il a une qu'on est équipe. forcément une équipe, je sais pas, mais on est forcément conseillé. En tout cas, on a toujours des échanges. On va lire. Il cite d'autres auteurs hein, pour les théories économiques. Il source beaucoup. C'est l'un des points forts aussi, c'est qu'il source beaucoup. À chaque fois, on peut voir où est-ce qu'il a pris ces chiffres, où est-ce qu'il a pris cette théorie. Donc seul, non, personne ne fait jamais de travail seul. Après, je crois qu'il a été seul à le rédiger, en tout cas. Ou alors, sa maison d'édition l'a peut-être aidé sur 2-3 points, mais c'est un ouvrage de Thomas Piketty. D'accord. C'est pas du Max Gallo qui sous-traite la rédaction. Marc, On envoie des pics, questions, là, des il remarques? faudra en parler justement après. Oui, alors en fait, j'ai 2 autres questions. J'ai bien compris et j'aime beaucoup la démarche de Piketty, même si je ne l'ai pas lu. Voilà, Raph en a résumé les principaux points, donc je ne peux qu'être d'accord avec lui sur cette vulgarisation-là. J'ai une autre question, par contre. Quand tu as parlé justement de ce que 0,1% des plus riches sont en majorité des cadres dirigeants et que dans 0,1% des plus riches, il n'y a que 20% qui viennent de la finance. Si j'ai bien résumé, je pense qu'on a tout compris. Quand on voit que 20% viennent de la finance, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais quand on voit toutes ces bulles, économiques, enfin plutôt quand on voit tout ce marasme économique, quand justement de cacher de l'argent, de la mettre dans les paradis fiscaux, etc., comment on peut être sûr aujourd'hui que seulement 20% du moins des 0,1% des plus riches viennent de la finance? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi qui est incalculable? Parce qu'on sait toujours de se dire, est-ce qu'ils ne sont pas ailleurs? On voit toutes les affaires. On n'est pas obligé d'aller ailleurs. On va en France hein, avec l'affaire Cahuzac. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est quelque chose qui est difficilement chiffrable. Toute Et, l'économie souterraine. Toute l'économie souterraine. Alors, voilà, c'est pas la théorie du complot, mais je me dis, ceux qui en ont le plus ont peut-être tendance à plus vouloir le cacher ou pas. Je veux dire, notamment parce qu'ils sont peut-être taxés ou autres. Donc, ça me paraît très sous-estimé. Mais je suis pas économiste. Encore une fois, je ne peux pas l'affirmer. Voilà. Bah, moi, ça me paraît pas si sous-estimé que ça. Quand tu peux t'imaginer, voilà, je vais te prendre un exemple concret. C'est-à-dire que est-ce qu'un trader va forcément gagner plus que Steve Jobs, feu Steve Jobs ou que Non. Bill Gates? Mais il y a pas des Steve Jobs et des Bill Gates, il n'y en a pas partout dans le monde. Je te prends cet exemple justement parce qu'il est, Oui, je suis très d'accord avec puissant toi. entre guillemets. C'est-à-dire que Bill Gates, qui est un PDG d'entreprise, qui est donc un cadre dirigeant, n'est pas du tout dans la finance. Bon, il l'est indirectement parce qu'il a une entreprise. Mais il n'est pas, trader, il n'est pas banquier, Ouais. il n'est pas responsable d'un secteur financier de tel ou tel truc. Et pourtant, ça va être chez ces gens-là qu'on va trouver les plus revenus. Non mais peut-être. Oui, je suis là. Voilà, Non, mais je te prends un exemple pour essayer de conceptualiser. Non mais je suis bien d'accord avec toi, mais je me dis, voilà, comme. Puis 20%, c'est quand même un cinquième, c'est pas rien non plus. Ouais, mais ça me paraît pas autant. Ou peut-être que peut-être que j'ai été formaté par autre, mais c'est vrai que quand on voit toutes ces affaires qui sortent en ce moment avec les paradis fiscaux, avec tout, on sait la masse qui sont dans les paradis fiscaux, dans les Caraïbes ou autres, quand on voit toutes ces sommes, et même en Suisse, pas besoin d'aller très loin, je me dis que, je veux dire, cet argent-là n'est pas chiffré justement dans ces 0,1% des plus riches. Alors je me dis, il y a peut-être quelque chose qui manque, mais bon, après, on ne pourra pas le faire, je pense. Même Piketty peut pas le montrer. J'entends en tout cas ton discours. J'ai pas la page sous les yeux, malheureusement, pour essayer de voir comment il a procédé au calcul. Oui. Mais je pense, en tout cas, connaissant un minimum l'auteur, parce que souvent, c'est ce qu'il fait, c'est que quand il dit sur cette question-là, je peux pas avoir de chiffre parfait. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les fournir ou à contester la chose, parce que c'est pas parfait. Non, mais du coup, souvent, il prend quand même en compte la marge d'erreur et qui diffère forcément selon les sujets. Mais on peut quand même savoir que tu as une marge possible, potentielle, et tu as une marge qui est pas imaginable non plus. Tu peux pas passer de 20 par exemple à 70%, de l'un à l'autre. Donc peut-être qu'effectivement c'est pas 20, c'est peut-être 30, c'est peut-être 25. Mais l'ordre de grandeur restera le même. Oui. Non, mais oui, on peut ça chiffre. Puis bon, vu la volonté de l'auteur, je pense pas que on peut en plus c'est incalculable. Et dernière question. Une autre, la dernière question. Je voudrais juste une dernière question qui, pour le coup, quand tu l'as amené, m'a un peu choqué. C'est peut-être là où on va pas être d'accord. Et du cas, parce que j'ai cru comprendre que tu étais d'accord avec Piketty sur la question de l'héritage. Donc tu dis justement qu'on retrouve une grande part de similitude sur l'importance de l'héritage aujourd'hui comparé au 19e siècle, ça j'ai bien compris. Et que un sixième de chaque génération gagne 50% de ce que les plus pauvres vont gagner dans toute leur vie. N'est-ce pas ça? Je me suis trompé? Non, alors oui, c'est vrai qu'il y a plein de chiffres, c'est assez délicat. En gros, ce que je vous expliquais, c'est que quelqu'un né entre 2010 et 2020 va gagner, alors un sixième d'une génération, par exemple, un sixième de tous ceux qui vont naître en 2011 D'accord, vont gagner
en héritage, donc dès le début de leur vie, la totalité D'accord, oui. que les 50% les plus pauvres gagneront dans toute leur vie. C'est Tu ça. vois, donc on Oui, prend oui, un j'ai compris. smicard qui va gagner, je sais pas, pendant 40 ans 1 000 euros par mois. Et ben on a un sixième de la génération du va smicard en naître question avec qui déjà. va naître avec toute cette totalité-là. Donc 40 000, oui, 40 000 Ok. euros. Oui, 40 000 euros, c'est ça, quasiment. C'est pas ça que tu m'as dit, 1000 Ah non, euros. c'est 1000 euros Ah non, je fois confonds. 40 ans. Oui, il faut Ouais. 40 ans, excuse-moi, c'est moi qui dis. Il faut faire par 12 et après multiplier par 40. Bon, bref, ça fait beaucoup d'argent. Là, il y a une question qui se pose, c'est que, et là, j'en reviens à la France, et maintenant, quand c'est au-dessus, en France, je crois qu'il y a une loi maintenant qui oblige, au bout d'une certaine somme Au-dessus de d'un certain montant. ouais. voilà, au-dessus d'un certain montant, c'est 75% de taxes directement. Au-dessus d'un gros montant. Attention, hein, je rigole pas, je crois que c'est 75, ou c'est peut-être pas passé Je vais justement. peut-être demander à Nico de Nicolas, vérifier. je sais pas mais il me si- semble que c'est moins. Hein. Justement, je me suis intéressé à la question récemment. Est-ce que, et faudra regarder, mais je crois qu'au bout de. Donc, quand la somme de l'héritage dépasse un certain palier, Mhm. c'est 75% de cette somme qui doit être distribuée à l'État. Je crois. Ce sont des sommes importantes effectivement aujourd'hui, mais je vais chercher pendant que Ouais, vous terminez. recherchez. Bah, enfin, Viens, bref. voilà, En tout va cas, où tu veux en l'héritage. venir. En tout cas, bon, bref, j'ai pas les chiffres exactement. Je pense que c'est ça, mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que quand on vit et qu'on est bien né entre guillemets, que l'État vienne un peu choper cet argent-là. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a des inégalités justement comme ça, et que dans l'héritage justement il y a des inégalités. Est-ce qu'on peut vraiment lutter contre ça? Et je trouve que c'est quand même sacrément osé. Alors évidemment, il y en a qui font de l'argent sur le dos de plein de gens, et évidemment, eux, bon, il y a même pas, la question se pose même pas. Mais pour des gens qui travaillent, qui ont des maisons, qui ont bossé toute leur vie pour faire ci, ça, c'est peut-être des cas particuliers. Qu'est-ce qu'on a besoin de prendre justement que l'État, quand ces gens meurent, que leurs enfants ne touchent plus, ou soient obligés de vendre, du coup, soient obligés de vendre les biens. Vas-y, Nicolas. On est à 45% maximum. 45%. Voilà, hein. c'est bien ce qui me Bon, semblait. Je voulais Bah, pas dire de bêtises. 45%, c'est quand même énorme. 60% dans le pire des cas, je crois que c'est C'est entre c'est vraiment dans parents le au-delà pire du des cas. 4e degré et entre personnes non parentes, enfin vraiment des cas spécifiques, On va mais dire- 45% pour En plus moyenne, d'un million, 45%. 1 800 000. En moyenne, il me semble que c'est de l'ordre des 20 à 25%. Bon, alors, pour les cas les plus particuliers, c'est-à-dire 1,8 million, ça va quand même assez vite. Je veux dire que si on a deux... Non, mais c'est vrai. Je veux dire, vous avez 2 belles maisons à Paris ou autre et un terrain, force, bah bon, voilà, les 1,8 million. Déjà, une maison à Paris, à mon avis, si on est à Neuilly-sur-Seine. On sait est que déjà- conseiller aux gens, c'est de dépenser leur argent. Oui, et- ou même de faire des assurances vie pour justement pas que ça soit taxé. D'ailleurs, il nous empêche de le faire maintenant. Mais ce que je veux dire, je vais aller très vite, c'est en quoi l'État, moi je trouve ça purement dégueulasse sur la question de l'héritage, qu'on doit payer à l'État une somme, un pourcentage de la somme de l'héritage, comme ça, juste comme ça. C'est-à-dire qu'on va être obligé de vendre les biens parce qu'on peut pas les garder. Si on les garde, il faut payer tant de pourcents de somme. Alors il faut bien vendre pour pouvoir garder quelques trucs. Je trouve ça, sur cette question d'héritage, je trouve ça absolument dégueulasse. Et on peut pas mettre derrière l'idée d'une égalité, fraternité, machin. Prenons Je- des exemples financiers pour concrétiser un peu la chose. Au lieu de prendre des maisons, c'est un peu forcément. Bah si, c'est pas- c'est plus Oui, mais concret, je pense. Bah non, justement, disons qu'un Voilà. parent a 2 millions d'euros sur son compte et mais veut faire hériter son fils. Donc toi, tu dis que c'est scandaleux que l'État prenne 45%. Ouais. Donc 900 000 euros. Oui. Sauf que, voilà, j'ai eu cette discussion récemment avec des amis, justement, et je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez... c'est très délicat, en tout cas, de trancher sur la question, parce on fait souvent face à soi-même en se disant... Alors, on peut avoir une posture où on se dit, posture républicaine, que je vais développer parce que, mine de rien, elle est importante, qui dit, voilà, pour l'égalité des chances, c'est forcément mieux. Et après, on a la posture individualiste où on se dit, mais si moi, C'est mine de pas rien, je travaille individualiste. 40 ans, j'aurais pas Oui. envie qu'on me ponctionne ce que je veux offrir Oui. à mon enfant. Sauf que, comme je le disais la dernière fois, je pense que l'héritage et la gestion de l'héritage, en tout cas, et de l'imposition sur l'héritage, est un fondement de la République, c'est un pilier de la méritocratie. En tout cas, c'est un pilier compris. qui permet aux générations futures d'assurer un semblant de méritocratie. C'est-à-dire que si tu ponctionneras à l'héritage, bah, tu flingues complètement la méritocratie. C'est-à-dire que tu mets en l'air le système méritocratique républicain et que tu mets en branle complètement toute la société française. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un va naître, qu'il aura déjà 3 millions en poche avec 12 maisons et qu'il habitera dans les bons quartiers, bah forcément, tu n'aideras pas celui qui naît avec les poches vides de franchir cet obstacle et en tout cas d'aller vers l'ascension sociale. Je pense que la méritocratie, c'est pas que ça. C'est-à-dire, c'est pas parce que, justement. Enfin, je comprends l'argument républicain de dire il faut casser les sociétés de classe, aristocratiques, etc. Enfin, c'est un peu ça l'idée de la réforme, à peu près. C'est. Voilà, l'héritage ne doit pas servir à multiplier les rapports de classe. C'est un peu ça la logique, in fine. Mais ce que je veux te dire, c'est que
c'est pas individualiste, je pense que c'est dans la nature de toi, mais ça va même au-delà, c'est l'idée de même d'un droit de propriété. C'est-à-dire que ça veut dire, entre guillemets, qu'on a un capital, alors on va dire, je sais pas moi, 2 maisons, un terrain, bref, on en a pour, on va dire, 1,5 million, 1,5 million de revenus total. Donc l'État, on va mourir, l'État va ponctionner tant de pourcentage de la somme. Quel est le principe? Je trouve que le but aussi pour enfin, on entend souvent ça, c'est que le but pour les parents de faire ça, c'est aussi que ça nous serve à nous, enfin à leurs enfants. Oui, mais faut, voilà. Alors, Mais si, je finis. Il en C'est-à-dire que reste toujours une pour partie, moi, oui, il en reste toujours une partie, mais il Voilà. en reste toujours une partie monétairement. C'est-à-dire que si on veut garder des trucs qui ont de l'importance pour nous, une maison, si on doit payer tant de pourcentage de somme, on va être obligé de vendre cette maison-là parce qu'on peut pas la payer. On est obligé de vendre pour payer ce qu'on doit à l'État. C'est-à-dire qu'on est obligé de vendre quelque chose qui relève à de la propriété. J'ai l'impression que l'État, quand c'est comme ça, empêche le droit de propriété ou empêche le droit de possession de biens. Et en tout cas, l'individualiste, c'est-à-dire que ce n'est plus la famille qui Et possède, mais Voilà, sauf à faire un don de son vivant. Oui, oui, mais les dons maintenant sont limités, notamment dans les assurances vie. On peut pas mettre tant de pourcentage, enfin tant de sommes, etc. Et je termine justement, et je trouve que lutter et faire comme ça, faire de cette technique-là pour l'héritage, on peut pas mettre l'argument hier de dire oui, on vit en communauté. Mais il est etc. central, cet Quand on, argument. mais quand on voit que ce sont les mêmes qui cachent du fric ou qui machin, enfin, qui cachent du fric dans Mais les du coup, paradis ça fiscaux, incite. ça incite, c'est-à-dire que c'est que ça soit une personne dans laquelle on est assuré de je veux dire, de la franchise de la personne. Là, on sait très bien que ces gens-là ne font pire. J'ai discuté avec, voilà, je balance des dossiers. J'ai discuté avec une ancienne personne qui travaillait au ministère des Affaires étrangères dans les années 90. Chaque année, il y avait ce qu'on appelait des enveloppes noires dans lesquelles il y avait toujours du liquide qui transitait. Ça pouvait se chiffrer en millions. Et aujourd'hui, on vient nous dire non, mais vous savez, égalité, fraternité, le droit de propriété, voilà, il faut payer quand même à l'État. Et surtout qu'il faudrait regarder, et ça, je ne sais pas, je ne suis pas économiste, combien rapporte à l'État justement cette ponction sur l'héritage. Il faudrait savoir combien ça coûte. Ça se trouve, c'est infime, ça se trouve, c'est beaucoup, etc. C'est comme la question de dire pour les radars, entre guillemets, je veux dire, on nous dit, on met l'argument derrière, voilà, faites attention aux autres, c'est un peu la même logique là, faites attention aux autres, et en fait, on voit très bien que ça sert à financer beaucoup de choses dans l'État, c'est-à-dire que le but, c'est quand même policier et attaquer. Et donc, pour moi, voilà, dans cette logique-là, c'est une abrogation du droit de propriété et c'est lutter contre la nature humaine qui est de posséder et d'avoir des biens de propriété, de posséder. Et c'est alors, En rappelant quand même que le rôle de l'État, c'est avant tout de redistribuer ce qu'il gagne. Quand on parle de ponctionner, enfin, de prendre ces il faudra mots-là. voir parce qu'à Voilà. chaque fois, ils nous disent qu'on a besoin de ça pour avoir et pour pouvoir redistribuer, puis à chaque fois, ils en manquent toujours de l'argent. Donc, c'est un problème. Alors Raphaël. voilà, c'est très bien que Marc tienne ce genre de discours parce que j'ai l'impression que c'est représentatif du genre de problème qu'on a à chaque fois avec ce débat autour de l'héritage. C'est-à-dire que les opposants grossissent toujours les traits. Je me retrouve en face de toi et là j'ai l'impression que tu me dis qu'un millionnaire, s'il veut donner quelque chose à son fils, il pourra pas parce que le méchant État va tout Il lui pourra prendre. pas. Mais bien sûr que non. Bah non. C'est-à-dire que le mec qui est millionnaire demain, alors déjà son fils va récupérer une bonne partie de l'héritage pendant le vivant des parents. C'est-à-dire que là, par exemple, en Allemagne, 60% de ce qui est donné en héritage est fait en donation, c'est-à-dire avant la mort des parents. Donc justement pour esquiver ce système d'imposition. Normal. Donc tu me dis normal, mais déjà ça montre bien que quand tu veux faire hériter ton fils, généralement quand tu fais partie de ces classes sociales, tu as les systèmes qui vont avec et on te les Oui, explique. mais c'est pour facile. Oui, mais pour les millionnaires, c'est facile. Moi, je te parle des gens qui sont aussi. Et là, Mais j'ai les grossi le gens trait. qui sont pas millionnaires, on leur prend 20%, on leur prend 25%, on leur Oui, mais prend pas des 50%. fois, ça suffit pas. Ça suffit pas pour cette ponction-là, entre guillemets, même si c'est Bah, redistribué. excuse-moi, mais Ça ne suffit pas pour garder le bien. Tu es obligé de le vendre. si sur 300 000 euros qui te sont dus, on te prend 60 000 euros, tu restes quand même avec 240 000 euros, c'est pas non plus négligeable. mais tu trouves ça normal? Bah écoute, je trouve ça normal. Moi, ce que je trouve pas normal, Imaginons que ça c'est soit toi. T'es père de famille, t'as 2 enfants et 3 petits-enfants. Je sais pas, je dis un truc comme ça. T'as bossé toute ta vie, honnêtement, sans Oui. faire de saloperies, etc. Tes enfants se disent, bah, j'aimerais bien garder la maison, mais malheureusement, voilà, on va pas pouvoir parce Non, mais qu'avec c'est pas ce qu'on simple. va- Attends, Mais si, c'est des cas c'est des de concrets. maisons qui vont de génération en génération, je peux Non, t'en sortir. Hein, Mais non, ça existe. c'est-à-dire que hein. t'es obligé. Non, mais c'est-à-dire que tu peux pas la vendre et te faire de l'argent tout court. Tu vas être obligé de la vendre pour payer ce que doit l'État. C'est-à-dire qu'évidemment, la maison Ah, des mais là- grands-parents ou des parents, alors, tu vas d'accord. la vendre. Tu nous vois la situation d'un fils de riche qui n'aurait pas de plus fils, pas de d'argent riche. pour payer une forme Pas de de dette riche, pas à de cause riche. de l'héritage. Non, pas de riches. Je dis, après je termine parce qu'on va peut-être faire autre chose après, mais une maison qui peut coûter, je sais pas, 400 000 euros ou plus ou moins, je m'en fiche. Quand justement ces droits sur le droit de l'héritage, enfin les taxes sur l'héritage de l'État arrivent, en fait, on pourrait se dire que s'il n'y avait pas cette taxe-là, on revendrait cette maison 400 000 euros, donc on aurait 400 000 dans la poche. Non, là, c'est-à-dire qu'on va être d'une part obligé
de soit la vendre pour payer ce qu'on doit, parce qu'on n'a pas 60 000 euros dans la poche comme ça. C'est ça que je veux vous dire, c'est que Enfin, donc du coup, si tu la vends et que tu payes 60 000, il Oui, te reste 340. il te reste, t'as 6 mois. T'as 6 mois pour pouvoir payer ce que tu dois à l'État. C'est-à-dire que tu dois la vendre vite, ou sinon, il faut payer vite. C'est-à-dire que les 60 000 euros, soit tu peux pas les débourser comme ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu es dans une situation, soit tu as l'argent pour payer, soit tu es obligé de vendre le bien. Et je trouve ça, et surtout dans une période courte, quand même 6 mois, je trouve ça quand même assez léger de la part de l'État, surtout que ce ne sont pas les meilleurs dans cette situation-là pour nous donner des leçons. On a compris vos points de vue, Raphaël, oui. Ouais, juste pour conclure, justement, je vais te faire une superbe transition avec le Parfait. débat sur les intellectuels. Cette omniprésence de l'héritage, c'est ce que Tocqueville dénonçait en France, et c'est pour ça notamment qu'il admirait les États-Unis. C'est-à-dire qu'il disait que c'était l'une des sociétés où justement on naissait pas riche parce qu'on avait un arrière-grand-oncle qui était riche et on avait hérité de ça. C'est-à-dire il le disait, il le mettait bien en avant dans de la démocratie en Amérique. C'est parce que cette société-là faisait naître des nouveaux riches entre guillemets et laissait peu de place à l'héritage qu'elle était si géniale entre guillemets. Et moi je pense que cette ponction de l'héritage, alors elle est forte, elle est certes difficilement compréhensible. Elle peut Dans être. dans les esprits français, je pense que aux États-Unis, ça doit pas être pareil parce que justement, c'est peut-être plus voilà. Mais je trouve que moi, j'ai du mal. Mais bon. Elle est peut-être difficilement compréhensible, mais après, si tu veux pas finir avec des familles d'aristocrates qui durent sur 200 ans, bah t'es obligé de passer par là. T'es obligé de passer par là parce que sinon, comme je te le disais, la méritocratie elle disparaît complètement. Les vrais aristocrates, ce ne sont pas ceux qu'on va ponctionner et qui pourront ne pas payer, justement. Ce ne sont pas ceux qui vont devoir payer 60 000 euros d'héritage. Les vrais aristocrates, c'est ceux qui peuvent se payer totalement par héritage les grandes fortunes, comme tu disais Bill Gates, comme tu disais justement le défunt, aide-moi, Apple. Steve Jobs. Voilà, c'est eux vraiment les aristocrates d'aujourd'hui. C'est pas ceux qui gagnent dans leur vie une moyenne de salaire de 2500 à 3000 euros. Oui, mais ceux-là, ils sont pas ponctionnés sur leur héritage à hauteur de 40%. Mais non, On ils leur sont prend ponctionnés. Non, mais 15%, justement, 10%. on en parlait, 20%, 20 ou 25%. On en parlait. Ben, ils vont quand même devoir, les enfants, pour des maisons qui peuvent coûter 400 000 euros, 60 000 euros. Et ils ne pourront pas. C'est-à-dire qu'on est en train de faire payer la richesse des autres par les classes plus inférieures. Et je trouve que c'est encore plus inégalitaire que les autres. On a compris vos points de vue. Nous allons passer à notre deuxième débat, puisque finalement il y a eu débat lors de cette première partie d'émission sur, rappelons-le, l'ouvrage de Thomas Piketty et puis effectivement une extension à l'instant sur les héritages qui font partie effectivement de son ouvrage. Et bien nous allons passer à notre partie débat sur les intellectuels. Les intellectuels aujourd'hui existent-ils? Alors, vous le savez, nous avons une émission bien documentée, politiquement incorrecte. Nous avons un énorme travail de documentation. Je vous ai trouvé la définition d'intellectuel selon Wikipédia. Voici la définition Wikipédia. Un intellectuel est une personne dont l'activité repose sur l'exercice de l'esprit qui s'engage dans la sphère publique pour faire part de ses analyses, de ses points de vue sur les sujets les plus variés ou pour défendre des valeurs qui n'assument généralement pas de responsabilité directe dans les affaires pratiques. Qui dispose d'une forme d'autorité. L'intellectuel est une figure contemporaine, distincte de celle plus ancienne du philosophe, qui mène sa réflexion dans un cadre conceptuel. Voilà, messieurs. Alors, voilà, c'est documenté. Selon les historiens Pascal Horry et Jean-François Sirinelli, un intellectuel est un homme de culturel, créateur ou médiateur mis en situation d'homme, du politique, producteur ou consommateur d'idéologie. Bon, alors, est-ce que ça correspond à votre idée de l'intellectuel? Et plus généralement, chacun à votre tour, si vous deviez retenir un nom d'intellectuel. Qui commence? Marc? Ah bah, c'est moi qui vais commencer. En tout cas, moi, je dirais que tous les auteurs que j'ai pu lire ou que j'ai pu apprécier, j'ai du mal aujourd'hui, parce que je trouve que justement la figure d'intellectuel, c'est quelque chose de très contemporain. Et quand je dis très contemporain, je pense que c'est plutôt des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Peut-être même avec l'idée de mai 68, je pense que ça a dû avoir joué un rôle, même si la création de l'intellectuel je pense, a démarré au niveau de l'affaire Dreyfus. Enfin, souvent, les historiens disent que l'intellectuel est vraiment né là. Moi, j'ai du mal à les appeler des intellectuels. Je trouve qu'il y avait il y a des philosophes, il y a des historiens, il y a des géopoliticiens, même plus récemment. J'ai du mal à savoir ce que c'est vraiment l'intellectuel et j'ai du mal à savoir quel rôle je devrais lui assigner. Si j'ai des auteurs à retenir, par exemple, il y a, moi, en tout cas, les premiers ouvrages qui m'ont marqué tant par la plume que j'ai pu refléter. Il y a eu déjà les mémoires de Gaulle que j'ai
d'une plume fabuleuse qui raconte ça merveilleusement bien. C'est quand même une des plumes les meilleures. Là, je viens de terminer l'ouvrage de Fustel de Coulanges sur la cité antique. C'est excellent. Et voyez, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, on fait vraiment ce qu'à l'époque, ils appelaient des clercs, c'est-à-dire des grandes figures qui avaient une connaissance pratique et qui s'en servaient juste pour faire raisonner. J'ai plus l'impression aujourd'hui que l'intellectuel, c'est celui qui est doué de culture, mais pas forcément de raison. Et c'est ça qui me dérange un petit peu. C'est pour ça que j'avais voulu qu'on débatte là-dessus. Est-ce qu'un intellectuel aujourd'hui est quelqu'un qui est plus, j'ai l'impression qui est plus basé sur la culture que sur le raisonnement. Et d'ailleurs, je me souviens de Bourdieu quand il parlait justement de la place qu'il pouvait avoir justement. Il disait non, moi je veux pas avoir affaire à la politique. J'ai pas à voir avec ça. Je veux pas dire oui à un politicien et non à un autre. Et je me dis finalement, si également l'intellectuel reste dans sa petite sphère, à quoi il sert s'il sert juste à écrire et à faire pour ceux qui s'appelaient aider à comprendre le monde, on va dire. Je veux dire, à quoi ça sert? Regardez Piketty, justement, je pense pas qu'il soit justement resté dans cette petite sphère. Il a été faire des conférences, même en politique d'ailleurs, avec Barack Obama. Voilà, pour moi, l'intellectuel, je pense que c'est plus péjorativement quelque chose qui vient d'il y a 30 ans, et depuis mai 68. Justement, tu parles de l'absence des intellectuels dans le concret, en tout cas dans l'interaction avec le politique ou les autres milieux actuellement. C'est un débat qui est souvent soulevé en France sur la faible influence des think tanks, notamment. Parce qu'on voit qu'aux États-Unis et en Grande-Bretagne, c'est beaucoup développé. On a ces milieux-là qui peuvent influencer directement le milieu politique en leur fournissant des rapports, que ce soit littéraires, historiques, économiques, philosophiques. Et en France, c'est très peu développé parce qu'on a encore cette image peut-être de l'État centralisé qui prend toutes les décisions lui-même et qui les impose au reste. Voilà, top-down, le processus. C'est imposé par le haut, ça s'applique en tout cas en bas, ça découle en bas. Et alors qu'aux États-Unis, voilà, on a tous ces groupes de pensée, on va traduire un peu de manière canadienne, mais tous ces groupes de pensée et de réflexion qui vont directement influencer les milieux politiques, qui seront sollicités même par eux. Alors que c'est vrai qu'en France, ça a encore du mal à se développer dans ces milieux-là. Alors Raphaël, un nom peut-être? Et ben justement, moi c'est Après bien, De je vais Gaulle. vous offrir un autre pan de la vision de la chose. Moi, les intellectuels, ils sont plutôt anciens, ceux qui m'ont marqué. Alors, c'est pour dire vrai, tu vois, des livres... si je prends les livres que j'ai lus l'année dernière, on en a lu pas mal, mine de rien, dans le cadre de nos recherches, mais c'est vrai que ceux qui m'ont le plus marqué, c'est Alexis de Tocqueville pour De la démocratie en Amérique, et peut-être les fédéralistes, à savoir John Jay, Madison, parce qu'il y a ce côté, justement, Marc, tu le disais, il y a ce côté déjà plume, où c'est écrit de manière formidable, et derrière, il y a toute cette réflexion, en l'occurrence politique, qui est d'une puissance et d'une précision quasiment sans commune mesure, et qui est vraiment très impressionnante. Et c'est vrai que quand tu passes, alors je dénigre personne, justement, on va en débattre, mais quand tu passes de Tocqueville ou de John Jay Madison à des auteurs contemporains qui ont souvent, j'en parlerai aussi parce que moi j'ai mon avis sur la question, mais tu passes à des auteurs peut-être contemporains qui ont moins parfois le goût du risque. J'ai l'impression que souvent on est plus dans l'observation et dans l'analyse plutôt que justement dans la proposition de quelque chose, dans ce qui est pour moi la vraie réflexion intellectuelle, c'est-à-dire qu'on crée quelque chose. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, je trouve la preuve, c'est qu'aujourd'hui, les références, ce ne sont pas des références actuelles, ce sont des références très anciennes. C'est-à-dire quand on s'intéresse à la cité grecque, c'est tout de suite Fustel de Coulanges, et c'est 1800 quelque chose, je crois, si je ne me trompe plus. Donc c'est quand même quelque chose qui est relativement ancien. Et puis après, et c'est là où justement je parlais de ce rôle politique. J'aurais pu citer Tolstoï aussi pour Guerre et Paix, mais un auteur, par exemple, je trouve, qui a fait changer la vision de l'intellectuel en France, et notamment parce que c'était la guerre froide, c'est quand même la figure d'Alexandre Solzhenitsyn, qui est l'auteur phare des 3 tomes de l'Archipel du Goulag, qui, lui, a ouvert, en fait, a essayé d'ouvrir le champ de l'analyse. Au propos à l'époque, de la guerre froide, de dire qu'il y avait des goulags en France, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux, surtout que c'était très marxiste, où les jeunes, ou pas d'ailleurs que les jeunes, c'était très marxiste ou marxisant. Lui, il a fait ouvrir les consciences, justement. Il a dit, regardez ce qui se passe, arrêtez d'être idéologue. Et justement, ce qui n'a pas forcément bien marché, parce que quand on voit aujourd'hui, que j'ai l'impression que les plus grands intellectuels sont, ou plutôt que ce soit des profs, ou que ce soit même des auteurs, des écrivains, ils sont marqués au fer de l'idéologie, je pense. Et on en perd la raison. C'est-à-dire que ce qui compte dans un livre, et on le voit très bien avec les ouvrages historiques d'avant et d'aujourd'hui, c'est pas forcément de laisser couler la culture, de laisser couler des dates, de laisser couler de la connaissance.
le but aujourd'hui, et c'est ça qui, moi, pour moi, fait la spécificité des vrais intellectuels ou des vrais spécialistes, pour le coup, c'est de savoir raisonner, c'est de savoir se dire, je m'en fous de l'idéologie, je m'en fous de ce que va dire, etc. On va se questionner, on va se poser les bonnes questions sur une phrase, sur un contexte particulier. Il faut se poser les bonnes questions. Dire, l'analyse et la culture vient après, ou l'analyse historique, elle vient après. Il faut d'abord savoir raisonner, tout simplement. Dire, quand on va vous parler d'un problème. Je sais pas moi, prenons l'Afrique. Si on parle d'un problème, on en parlait tout à l'heure en RDC, avant de savoir qu'est-ce qui s'est passé, il faut peut-être savoir comment est le terrain, comment est ci, comment est ça. Il faut se poser les bonnes questions sur lesquelles après on peut réfléchir. Et je trouve que les intellectuels ne le font plus aujourd'hui. Et puis ce qui est très aussi dérangeant, c'est qu'ils écrivent des fois que pour écrire. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas forcément On se grand-chose. regarde écrire. Ouais, ils se regardent écrire, ils se répondent entre eux, genre des petites différences. D'ailleurs, il faut lire les notes de bas de page dans les bouquins maintenant, parce que des fois, les auteurs se répondent en fait dans certains livres. Et justement, en fait, on a plus de références parce que tout le monde en fait un peu. Il faut aller chercher partout. Qu'avant, quand quelqu'un, je pense, faisait un ouvrage sur une question, il y avait tout. Enfin, c'était très concret et puis on pouvait aller très loin. Et je pense que voilà, les intellectuels. Et voilà, pour le coup. Et donc, du coup, on en vient à détricoter tout ça et à se demander est-ce que l'intellectuel, la figure de l'intellectuel existe aujourd'hui? Alors, est-ce qu'il existe Je vous laisserai le soin de répondre. Hein. Moi, Merci Raphaël. Non, mais je voulais développer juste pour répondre aux propos de Marc. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai constaté, en tout cas à travers mon aventure universitaire, c'est que j'ai l'impression que l'université ne forme plus, en tout cas, ne forme plus d'intellectuels et ne forme plus, n'entraîne plus les gens, si tu veux, à développer une pensée intellectuelle. On nous rabâche les oreilles sans cesse depuis la terminale avec... c'est très concret, mais je trouve que c'est effectif. C'est-à-dire que depuis la terminale, on dit, on a une question, une dissertation, il faut un plan en 3 parties. Oui, non, mais. Oui, non, mais. C'est sans arrêt la même rengaine. Ça dure jusqu'au master, hein, quasiment, à part à l'exception de certains profs qui laissent un peu part à l'entreprise personnelle. Et je trouve justement que c'est l'un des principaux problèmes du milieu scolaire, en tout cas en France, qu'on ne retrouve pas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un peu l'inverse. C'est justement, on fait le travail en amont chez soi et après, en cours, on vient débattre, on vient donner son avis personnel sur la question et échanger directement. Et donc, il faut avoir, finalement, quand tu arrives en cours, déjà ton propre avis. Et moi, ce que je constate actuellement en master, c'est que beaucoup d'étudiants sont dans cette observation, dans cette analyse. Donc, oui, mais. Mais quand on leur demande de trancher, quand il faut prendre des décisions, quand il faut créer quelque chose, en tout cas créer un courant de pensée ou suivre ou trancher directement une problématique, et ben là, on rencontre un problème. Là, il y a le petit caillou qui gêne parce qu'on n'a pas été entraîné suffisamment à prendre cette initiative intellectuelle, d'aller de l'avant et de dire, écoute, là, j'ai observé, c'est très bien, j'ai montré tel point et tel aspect de la question, mais à un moment, il faut prendre la décision, il faut trancher, il faut choisir. Et ça, je pense que c'est l'un des principaux problèmes, en tout cas, de l'université actuellement. C'est Camus qui disait l'acte fait l'homme. Et ben, je pense que pour être intellectuel, la prise de décision fait l'intellectuel aussi. Oui, et puis, pourquoi justement les élèves aujourd'hui ne tranchent pas forcément, c'est que c'est la voie la plus simple. Dire qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui sait raisonner, quelqu'un qui vraiment, pour le coup, fait acte de son intellect, la prise de position oblige celui qui prend la décision d'avoir les facultés ou les connaissances de justifier sa position. Et évidemment, quand on relativise, on dit oui, je suis assez d'accord avec ça, oui, je suis assez d'accord avec l'autre position, mais je ne sais pas dire quoi, qu'une vraie position, on va devoir contrecarrer, ou plutôt effacer, ce que éventuellement les autres, nos détracteurs, pourront nous dire contre notre propos. Et ça nécessite, justement, les prises de position, c'est ce qui nécessite la plus grande des connaissances et la plus grande façon de pouvoir avoir de la rhétorique et de la dialectique. Voilà, peut-être qu'on a perdu ça aujourd'hui, la dialecticité d'un échange constructif, pas forcément d'accord, mais qu'on puisse s'entendre et qu'on puisse défendre sa position, parce que il suffit pas de dire aujourd'hui pour défendre Poutine, la sienne, il faudrait déjà en avoir une. Voilà, oui, déjà d'une, mais oui, non, mais je pense aussi que n'importe qui pourrait en avoir, n'importe qui peut avoir une position, mais après il faut la justifier, c'est-à-dire qu'on va dire qu'est-ce que vous pensez de Poutine. D'autres ils vont dire je sais pas, il a pas l'air bien démocrate, etc. Puis d'autres vont dire si, c'est un homme fort, notamment en Afrique, j'ai vu ça plusieurs fois. Mais quand on leur demande de chercher pourquoi ils disent ça, c'est plus dans le sentiment, c'est plus dans le sens je sens qu'il est honnête, je sens qu'il est pas honnête, je sens ci, je sens ça, mais personne s'intéresse vraiment. Là je prends Poutine, ça aurait pu autre chose, mais j'ai pas vraiment l'impression qu'on essaie de comment dirais-je, sourcer son propos et de raisonner. C'est soit du sentiment, soit des connaissances. Et ce qui fait le lien normalement entre les deux et ce qui fait l'équilibre, c'est la raison. C'est savoir raisonner, c'est très cartésien. Il faut avoir les moyens de penser ce qu'on pense. Alors du coup, est-ce qu'on a des nouveaux
Les nouveaux intellectuels aujourd'hui? Justement, le problème, c'est qu'il faut avoir les moyens de penser ce qu'on pense, mais il faut avoir aussi en son sein, je pense, de quoi parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous cherchez des références sur l'Afrique, si vous cherchez des références sur je vais prendre l'Afrique, par exemple. Vous allez avoir deux courants de pensée très nettement distincts. Vous allez avoir ceux qui sont très marxistes, entre guillemets, qui ont une influence telle du marxisme qui est très importante, une influence beaucoup plus économique et une influence qui est bien plus, entre guillemets, vieille Afrique. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire les bouquins ne réfléchissent pas sur tous les aspects. Ils vont dire, eux, c'est très marxiste, ça vaut rien. Eux, c'est que de l'économie, ils comprennent rien, l'économie, c'est n'importe quoi. Et autres vont dire, ils sont colonialistes, c'est pas bon, etc. C'est-à-dire qu'on va avoir, selon les gammes de livres qu'on va avoir, surtout les éditeurs, parce que c'est les éditeurs aussi qui font les livres, selon les éditeurs, on va savoir qu'est-ce qu'on va y trouver, qu'est-ce qu'on peut y reprocher, etc. Alors que on n'a plus des mesures. J'ai lu il n'y a pas longtemps, j'ai relu l'essai sur les libertés d'Aron. Quand on tape un essai sur les libertés ou sur la notion de liberté, c'est la référence quand même. C'est une des références sur la question. Et Raymond Aron, c'est quoi au départ? C'est un philosophe, qui a écrit des articles de presse notamment, mais ça reste quand même une référence. Aujourd'hui, on peut trouver tout et son contraire. C'est-à-dire que c'est bien plus une guerre entre des pseudo-intellectuels, justement, qui ne sont pas doués de raison, parce que sinon, ils discuteraient, ils ne s'invectiveraient pas. Je vais y arriver. Alors voilà, aujourd'hui, c'est la guerre de j'ai raison. La guerre de j'ai raison, et ça mène à rien du tout. C'est pour ça, voilà, pour recentrer par rapport au débat sur la place des intellectuels dans la société actuelle, je demeure persuadé, en tout cas, que les intellectuels ont perdu une grande part de leur légitimité, en tout cas, de celle qu'ils avaient avant. C'est-à-dire que on peut prendre des exemples communs, mais on va mettre maintenant dans la case intellectuelle tout un type de personnes qui ne le sont pas forcément, qui n'ont pas du tout la même légitimité. Je prends un exemple qui ne va pas plaire à tout le monde, ça posera la question aussi de l'universalité de l'intellectuel, mais on va mettre dans la même case un historien de formation qui peut avoir fait 30 ans d'histoire, fait des dizaines de recherches sur un sujet, en confrontation avec un personnage comme Alain Soral, qui n'a aucune... Ça tombe bien, je voulais venir sur Alain Voilà, Soral. parce que je trouve que c'est un débat très intéressant. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a acquis à la sueur du stylo, entre guillemets, une légitimité d'historien qui est censée lui conférer un discours qui porte et qui est censé être écouté par les gens qui vont le lire, parce que la logique des choses voudrait que quand on lit un historien qui on le sait, a par exemple 40 ans de carrière, on devrait être en mesure de le croire, en tout cas, ou d'écouter son propos. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les historiens, pour prendre un cas que je connais mieux peut-être que les autres, sont beaucoup moins considérés qu'il y a plusieurs dizaines d'années. Moi, je demeure persuadé qu'en tout cas, aujourd'hui, on n'écoute plus les historiens comme on les écoutait avant, et qu'on écoute davantage une vox populi, quelque chose qui émane d'un peu n'importe qui sur les plateaux télé, qui n'a pas forcément la même légitimité, mais qu'on remet malgré tout sur la même échelle. Et puis ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est que pour les personnes qui n'aiment pas lire, ou il y en a beaucoup, je pense quand même, avant, il y avait une émission qui s'appelait soit Apostrophe, soit l'autre émission de Bernard Pivot. Bref, il y avait des émissions où on invitait quand même des sacrées pointures. Bernard Pivot, ça a été un des seuls à recevoir Alexandre Solzhenitsyn, mais c'est pas le seul. Il a reçu des vrais. Bon, il a reçu BHL, mais c'était bien parce qu'il s'est fait complètement démonter dans ses émissions. Mais le but aussi de l'intellectuel, c'est de pouvoir. Et c'est ça, je sais pas comment on va en venir jusqu'à Soral, mais le but de l'intellectuel, ne serait-ce un historien, ne serait-ce un historien, quelqu'un qui fait de la science politique, quelqu'un qui est un essayiste, un artiste même, le but, c'est de savoir justement ne pas s'énerver, pouvoir discuter avec l'indiscutable et de pouvoir lui démontrer, qu'il a tort. Oui, qu'il a tort. Enfin, selon lui, qu'il a tort. Selon ce que lui pense qu'il a tort. Et puis après, vient les connaissances qui peuvent étayer, qui peuvent sourcer justement son propos. Mais c'est ça le but. C'est aujourd'hui, et on le voit très bien avec les politiques. Avant, on le voit très bien avec la politique dans le sens où il n'y a même plus d'intellect dans la politique. C'est-à-dire, on suit. C'est un peu le système partisan. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'on va être dans un camp ou dans un autre. Quoi que fasse l'un, l'autre aura quoi que fasse une personne, ça sera forcément nul parce que ce sera pas de mon camp. C'est un peu la dialectique à mi-nuit à la Julian Freud quand même. On n'est pas loin de ça. C'est-à-dire qu'on se demande des fois s'il y a une guerre justement, si cette notion partisane en France aujourd'hui entre PS, UMP, etc. Quand on voit qu'il y en a qui sont en transe, parce qu'il y a Sarkozy qui revient au pouvoir, mais c'est limite, moi je pense, dangereux. Et justement, les intellectuels sont plus là aujourd'hui pour assouvir justement ces notions de
je pense que les intellectuels avant avaient tendance à canaliser un petit peu tout ça et à faire que les gens pouvaient prendre un peu de recul avec le politique. Je pense qu'après, il y a la communication qui a évolué, etc. Mais je pense qu'il y a quand même un recul. Et je voudrais juste terminer là-dessus sur cette question justement bah, tout simplement de cette idée d'émissions qui n'existent plus. C'est qu'aujourd'hui, les seules émissions qui font un travail assez sérieux, déjà ils n'invitent pas de politique, c'est dans l'air, et c'est des spécialistes. Alors on voit des gens qui sont quand même assez calés, mais on va des fois au bout du chose, mais pas tant que ça. En fait, on n'a plus la figure de ces grandes figures littéraires qu'on a que les années, même avant la Première Guerre mondiale, ou même après, surtout pendant les années 50, 60, mais même, enfin bon, il y a plusieurs périodes. On n'a plus cette figure d'un sage. On a plus la figure de quelqu'un qui aujourd'hui est basé sur une idéologie, je vais y arriver, et qui fait très rarement fonctionner sa raison. Et c'est ce qui peut expliquer, je pense, à mon avis, le fait que quand on tape dans un moteur de recherche un livre sur une question, on en trouve 15 000, à part dans des domaines où ils ne sont pas travaillés. Donc ça, évidemment, c'est encore autre chose. Une activité de production, finalement, qui telle peut-être l'industrie... C'est peut-être le voilà. marché qui fait ça. Mais justement, Raph, tout à l'heure, parlait de Max Gallo. Alors, je ne le savais pas, et puis bon, il nous en dira un peu plus. Mais quand vous voyez qu'il sort je ne sais pas combien de bouquins... tous les ans ou même tous les 2 ans. Même Michel Onfray, c'est-à-dire que pourtant je l'ai beaucoup lu et j'aime beaucoup ce qu'il écrit, mais c'est vrai qu'il écrit tout le temps. Et il sort des bouquins tout le temps. Alors on se demande des fois où est le temps pour le raisonnement. Max Gallo, c'est simple, il sous-traite en tout cas toutes ses recherches historiques à 5 normaliens. Donc il y a 5 élèves de l'ENS qui font les recherches historiques pour lui, qui sont payés peut-être 1 500 € à peu près, et qui après lui fournissent ces fiches-là, et lui il retape le texte en gros, quoi. Il retravaille la chose, il met les fleurs, il met les paillettes et puis il se l'approprie. Voilà, peut-être qu'à l'époque ça existait déjà pas, ça déjà, ce qui est pas plus. Non mais c'est vrai quand même. Après la question de l'encartisme politique, on en a déjà discuté, c'est vrai que c'est un problème, mais je pense pas que ce soit un problème que pour les intellectuels, c'est un problème plus général qui concerne justement tous ceux qui sont plus ou moins impliqués en politique, parce qu'on a souvent ce côté, on a un camp contre l'autre. Donc tu parlais d'amis ennemis, on peut parler de Carl Schmitt aussi. Oui, mais c'est dans la même logique. Hein. Oui, mais du coup, on peut se dire aussi dans une autre logique que le fait d'avoir un ennemi fait aussi qu'on se développe un peu plus. Tu vois, que ça stimule. Oui, bien ça sûr, peut être un c'est stimulus un peu intellectuel. La dialectique Palestine-Israël, un petit peu le fait d'avoir un ennemi. Il peut aussi y avoir un stimulus intellectuel qui fait que comme il y a quelqu'un qui est opposé à nous, on va chercher des arguments pour essayer de le contredire. Non, mais c'est ça. Je pense que l'attitude partisane qu'on a aujourd'hui, alors je prenais l'exemple des petites mémères qui étaient en transe parce qu'elles avaient vu Sarkozy arriver au pouvoir, revenir en politique ou même dans les meetings quand même. Là, c'était Bruno Le Maire qui a fait un meeting il n'y a pas très longtemps où justement il a un peu taclé Sarko sur la question de l'abrogation de la loi. Notamment de Taubira, sur l'homosexualité, sur le mariage pour tous. Et l'adoption, la PMA et la GPA. En tout cas, en ce qui concerne pour le moment l'adoption. Exactement. Puisque le reste n'est pas encore... Moi, je trouve que quand on voit ces effets de masse, c'est un peu comme mai 68 d'ailleurs, quand on voit ces effets de masse, je me demande où est la raison. C'est-à-dire l'actualité nous montre chaque fois que les politiciens, ou les principaux, nous prennent pour des cons. Faites ce que je dis, c'est pas ce que je fais. On nous le prouve chaque fois. On nous prouve chaque fois que les programmes. En gros, faut être là pour le coup, faut être doté de raison. Dire qu'on va voter plus pour un camp pour dans l'autre, mais il faut bien se douter que si le personnage politique et du coup le nouveau président fait 2 ou 1 à 2-3% de ce qu'il a promis, c'est déjà bien. Dire que non, mais je caricature évidemment, mais 10, 15, 20 ou peut-être plus, 30% si ça te fait plaisir, Nicolas, je sais pas, mais on le sait très bien. Et quand on voit ces attitudes partisanes de foule, c'est-à-dire qu'on a établi le bilan de Nicolas Sarkozy, on a établi toutes les affaires frauduleuses dans lesquelles il a baigné, on établit tout ça, mais il y a encore des gens qui aujourd'hui vont dans les meetings. Alors il y en a qui c'est pour analyser, c'est très bien, mais tous ceux qui sont dans les jolies partisanes qui seraient prêts à limite à se battre physiquement contre des mecs qui soutiennent François Hollande, je pense que là il y a un vrai problème et je pense que c'est lié à cette absence d'intellectualité qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut comprendre le partisanisme, c'est-à-dire que ces gens-là, tu peux leur mettre n'importe quel chiffre, n'importe quel fait devant les yeux, même quelque chose de très objectif. Leur position, elle ne changera pas parce qu'elle est très subjective, elle est très sentimentalisée, c'est très intériorisé. Voilà. Donc pour vous, du coup, les intellectuels ne doivent pas agir en politique, ou est-ce qu'ils, je veux dire, au sens large du terme politique, du coup, est-ce qu'il doit y avoir une intervention? On est au cœur en fait du problème. C'est-à-dire que si l'intellectuel n'agit pas, et alors l'intellectuel, on va dire aujourd'hui les spécialistes sur plusieurs questions, même du CNRS, des chercheurs, etc. On va dire ça comme ça. S'ils n'agissent pas en politique, s'ils ne tendent pas vers justement agir en politique, on se demande à quoi il sert. Parce qu'il faut quand même proposer des choses et c'est rarement la société civile qui agit.
Mais deuxièmement, s'ils agissent en politique, on va se dire qu'il va plus essayer de baser, justement, changer ses positions en fonction de la politique. C'est-à-dire que ça devienne de l'idéologie pour le coup. Et ce que je remarque aussi, moi, c'est que, enfin, je ne sais pas si j'ai raison, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, on n'a plus de Raymond Aron, on n'a plus d'Albert Camus. Alors, on n'a plus de ces penseurs-là qui faisaient des ouvrages pour tout le monde, enfin, pour tout le monde, c'est quand même des fois assez ardu, mais des ouvrages qui sont des idées de réflexion sur les sociétés contemporaines. On n'aurait pas aujourd'hui un essai sur les libertés de Aron. On n'aurait pas des livres à la Camus qui nous font réfléchir sur justement l'homme révolté. On n'a pas des ouvrages comme ça qui concernent tout le monde. C'est-à-dire des essais qui peuvent nous faire raisonner, essayer de chercher les causes. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui on est ça. On est de plus en plus dans des sociétés de connaissances classées pour le coup. Alors, un roman, un ouvrage spécialisé en sciences politiques, un ouvrage spécialisé en histoire, un ouvrage... Ou alors sinon, voilà, des images d'actualité, c'est Valérie Trierweiler. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que malheureusement, avec cette baisse de l'intellectuel, et du coup peut-être sa haine, parce que justement on voit BHL et on a l'impression que maintenant, je pense que ça doit fonctionner dans beaucoup de têtes comme ça, c'est dire, bah vous voyez, ces cons-là, c'est intellectuel, mais il fait n'importe quoi. Il y a aussi ça, il y a aussi le contexte qui fait que... Je trouve que ça change, mais bon. Bon, voilà, pour réagir à tes propos, Marc, je pense qu'il y a deux choses déjà qu'il faut dissocier. D'une part, pour parler de la politique et de l'intellectuel, il faut différencier l'intellectuel qui est encarté, qui est politisé dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'il va suivre une ligne idéologique parce qu'il est dans cette ligne-là, et l'intellectuel qui, en prenant parti ou en formulant quelque chose, va être de facto par la population civile mis dans tel camp, mais à son insu. Tu vois, Thomas Piketty, par exemple, je te prends cet exemple, je pense que son ouvrage, bon voilà, il propose un ouvrage de 1000 pages. Donc forcément, il propose de taxer l'héritage, il propose un impôt mondial sur le capital. Et ben en France, on va plutôt dire, bon bah lui, il est de gauche. Tu vois, il est de gauche. Et pourtant, je pense que le travail de Piketty, à la base, est purement... en tout cas, il y a une volonté d'être objectif. Il est apolitique, exactement. Mais je pense qu'après, on va le mettre dans une case. Parce que, voilà, notamment en France, on aime bien mettre les gens dans des cases. C'est parce qu'on a cette baisse de raison, je pense, qui est liée justement à ces absences d'ouvrages qui nous font raisonner. Et tu vois, je pense qu'il faut différencier ces deux choses-là. Et d'autre part... je pense, pour moi, c'est ce que je dis, la prise de décision et le risque, en tout cas, est inhérent à l'intellectuel, en tout cas à la base, même si c'est plus forcément le cas actuellement. Mais moi, c'est ce que je regrette principalement. C'est-à-dire que ce que je regrette le plus, en tout cas, dans le milieu intellectuel, si tant est qu'il existe actuel, et je pense qu'il existe, c'est cette lâcheté intellectuelle, c'est-à-dire que on recule par rapport à des prises de décision, des prises de position, en tout cas, qui peuvent paraître compliquées à assumer ou compliquées à défendre. Et du coup, on va servir un plat qui sera fade, qui sera tiède, et qui n'aura pas justement l'intérêt qu'aurait pu avoir une vraie prise de décision, un vrai risque, et apporter finalement quelque chose vraiment au débat, et pas juste quelque chose de stérile, avec effectivement, ouh là là, j'ai inventé un concept, c'est très novateur, c'est formidable. Tu vois, mais est-ce que c'est pas parce que la société est devenue peut-être moins ouverte aussi? Et quand je dis la société, c'est plutôt l'État. C'est vrai que, sans aller dans les débats à la Soral ou autres, sans dire justement qu'il n'y a pas de liberté d'expression, on fait quand même attention à vachement de choses maintenant. Vous voyez, regardez le propos de Sagnol. Si tout le monde était... Tu disais justement le racisme... Rappelons Willy Sagnol, le racisme, l'affaire du joueur typique africain. Vous les renvoyer à l'émission de la semaine passée. Voilà, exactement. En fait, c'est-à-dire que tu disais, en off, tu disais, oui, le racisme débute là où commence l'ignorance. J'avais su ton truc. Après, bon, vient une autre explication, mais on en a déjà parlé. Mais le problème, c'est que si on avait des gens qui étaient doués de raison et qui n'allaient pas justement classer dans un coin ou dans un autre, l'affaire Sagnol, elle n'aurait pas fait un problème. Parce que qui dit ça, qui puisse penser qu'il y a des différences. Alors, c'est peut-être pas vrai, mais les gens disent, bah oui, bon, il a peut-être tort. Il y a d'autres qui vont dire, non, je suis pas trop d'accord, mais c'est vrai qu'il pose une question de savoir si c'est ci ou ça. Le fait de savoir raisonner et pas forcément de dire c'est un con, c'est très manichéen aujourd'hui. On a l'impression, oui, il faut faire vraiment attention à tout ce qu'on dit. Sur certaines questions, moi, je m'étais étonné, on l'avait reçu, donc j'ai pas de problème avec ça. Quand on avait parlé justement d'Israël, c'était il y a 1 an et 2 ans même, 2 ans. Oui. Après les propos de Maxime, après c'est vrai que c'est ça qui avait surtout fait réagir Charles, qu'on avait invité. Quand j'avais parlé de l'hydropolitique en Israël, il y avait des trucs où je sentais que ça allait faire réagir, et finalement ça a fait réagir. Et c'est peut-être aussi ça, c'est qu'on n'a plus le droit aujourd'hui d'apporter des analyses, même si elles sont sérieuses, parce qu'elles peuvent déranger. Non mais
Je sais pas, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Enfin, par contre, tu n'es pas d'accord avec moi. Non, alors. je parle pas de Mais- tes propos, je parle pas de vos propos en particulier, parce que je m'en souviens plus exactement de ce que vous avez dit. Mais la liberté d'expression a aussi ses limites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas formuler une analyse à partir du moment où tu diffames, voilà, si tu portes quelqu'un en diffamation, Bien si sûr, tu bien tiens des sûr. propos Je suis racistes. d'accord avec toi. Voilà, bah c'est mais là, ce que je c'est veux te la dire- liberté d'expression, d'accord, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que la liberté. Enfin, ce que je veux dire très clairement, c'est que si on savait très bien que les gens qui seraient susceptibles de recevoir ces propos ou d'entendre ces propos-là étaient doués entre guillemets de raison, c'est-à-dire de savoir raisonner, de savoir avoir de la distance, du recul et de savoir lui-même raisonner et de savoir peser le pour et contre lui-même sans prendre position. Je pense pas qu'on aurait besoin de cette police-là, enfin, cette police de dire attention, il faut catégoriser ça comme ça, c'est raciste, c'est antisémite, c'est, je sais pas, d'autres termes, malsains, diffamatoires, etc. Dire que aujourd'hui, et c'est pour ça que tu disais le manque de prise de position aujourd'hui, je pense qu'un intellectuel aujourd'hui a beaucoup de difficultés à ne pas apporter quelque chose de fade parce qu'il peut savoir les conséquences que ça peut avoir. Aller critiquer les liens entre plusieurs gouvernements et les gouvernements du Moyen-Orient, les liens entre les gouvernements israéliens ou même palestiniens avec d'autres, c'est des questions quand même aujourd'hui, à l'époque de la communication, où on peut très vite catégoriser les intellectuels en disant, vous voyez, il a fait le lien entre ça et ça, tout de suite c'est ça. Bah, je sais pas, je t'entends. Non, mais on en revient toujours à ce sujet. Tu vois, je veux dire, là, tu prends ce sujet en particulier où effectivement, oui. il peut y avoir des tensions. On est dans un contexte particulier. Il y a encore eu des événements regrettables à Jérusalem ces derniers jours. Oui, c'est pour ça. Mais Mais j'ai pas pris que cet exemple-là quand même. je pense que, si tu veux, cette vision, elle serait limite optimiste pour la situation des intellectuels à l'heure actuelle justement dans la société, parce que ça voudrait dire finalement ils ont des idées, ils ont quelque chose de profond, mais ils le disent pas par peur. Moi je pense pas. Moi je pense que, en tout cas c'est ce que je constate à l'heure actuelle, c'est que à l'inverse, il y en a beaucoup qui manquent d'idées. Alors certains vont s'en inventer, ils vont inventer des concepts un peu abstraits, des trucs pas forcément très soutenables. Et certains vont rien inventer du tout et ils vont te vendre un manuel, quelque chose de... Ça sera pas vendu sous la forme d'un manuel, justement, ce sera mieux écrit, ça sera des propos, ça sera des Généraux. trucs mis en lien, voilà, de la culture, plusieurs, on va aborder plusieurs sujets différents parce qu'il n'y en aura pas un qu'on maîtrise vraiment, ça sera beaucoup d'ouvrages génériques comme ça. Et je pense que c'est ça le problème. Moi, je pense pas qu'il y ait si tu veux, le problème de l'autocensure. Alors, ça existe peut-être de manière très infinitésimale, mais je suis pas persuadé qu'en tout cas, ça soit le gros problème à l'heure actuelle dans la société. Mais voilà, le débat sur l'intellectuel suppose tu parles d'éducation, en tout cas, tu parles comme s'il faut éduquer le peuple, en tout cas, qu'il y aurait une forme. En tout cas, aider à raisonner, c'est-à-dire. Voilà, aider à on peut raisonner ou spéculer. éduquer, mais si tu veux, je te dis pas que c'est je te dis pas que c'est à lui ou à lui de le faire. Je te dis qu'en tout cas, la population devrait en tout cas avoir une forme d'éducation intellectuelle pour pouvoir trier parmi les informations. Très Et bien. ça ne le fait pas, oui. Ça, on ne le fait pas. Mais du coup, ça suppose d'autres problèmes qui sont peut-être qui dévient un peu vers tout ce qui est médias et télévision, radio, qui mettons sur le débat public. Oui, Qu'est-ce qu'on propose aux gens? Oui, je suis C'est-à-dire d'accord que tu regardes, on C'est peut pour ça que je parlais comparer. d'apostrophe. Je vais proposer à nos auditeurs de comparer. Ils vont regarder le JT de 20h sur France 2. Et après, le lendemain, par exemple, le lendemain matin pour le petit déjeuner, c'est très bien de faire ça, ils vont se mettre en replay le JT d'Arte de la veille, donc qui commence peut-être un quart d'heure avant, 19h45. Donc 15 minutes d'avance, mais pourtant, il y a un gouffre intellectuel entre les deux qui est mais énorme, c'est abyssal. C'est-à-dire que entre le JT d'Arte que personne doit regarder, à part justement, on est peut-être 40 en France à le regarder. Non, bah, j'abuse, je caricature pour la blague, mais c'est vrai. Je connais pas grand monde dans mon entourage qui regarde le JT d'Arte, alors que la qualité de l'information sur Arte est ô combien meilleure que sur France 2. On en rabâche les mêmes sujets à chaque fois. Bon, on en parle tout le temps, j'ai l'impression de radoter un peu, mais les mêmes sujets sur le fromage de chèvre en Lozère, enfin tu vois, je dis n'importe quoi, mais c'est toujours ces sujets-là. Et alors quand tu vas à Arte, tu vas droit à l'essentiel. Et en plus, l'avantage du JT d'Arte, pour finir avec ça, c'est qu'ils accompagnent... on a beaucoup accompagné finalement sur avec Thomas Piketty, mais même avec le JT d'Arte, c'est-à-dire qu'ils vont t'expliquer profondément les choses, tel système, comment ça se passe, ils vont faire plusieurs sujets, ils vont vraiment creuser l'information. Et là, tu vois, ça pose la question de ce que je te disais, c'est qu'est-ce qu'on propose sur le débat public, qui mettons en avant, et comment le mettons en avant. C'est une autre grosse problématique, c'est-à-dire que souvent on va aller en surface, on va faire semblant de s'y connaître sur beaucoup de sujets, notamment sur iTélé, où souvent on fait intervenir des pseudo-spécialistes de telle question. Ah, c'est de la merde, ça. Et ça, Oui, c'est très, Marc très a eu présent. l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Alors voilà, c'est bien, sur les télés, ça fait vrai, on met la journaliste. petite étiquette, il y a écrit Ouais, ouais. spécialiste du Spécialiste Moyen-Orient. police-justice, Voilà. spécialiste aérodrome, je sais pas quoi, spécialiste Non mais t'as des raison, poils de pendant cul, le enfin, crash du vol MH, oui. voilà, on avait des spécialistes aéronautiques machin qui Ouais. étaient discrédités après sur Twitter parce qu'on montrait que c'était des pipes. ouais, Quoi. c'était des... ouais. Je voudrais, messieurs, juste qu'on précise quand même que vous faisiez référence
référence à une émission à laquelle nous renvoyons nos auditeurs s'ils le souhaitent. C'est celle du 23 mai 2012 où nous avions invité Charles suite à une émission précédente qui elle-même était une émission du 2 mai 2012. Voilà, le travail d'archivage est important. L'émission qui portait le nom du sionisme à l'antisionisme jusqu'à l'antisémitisme. La suite, voilà. C'était des émissions de 2012, donc que vous pouvez toujours retrouver sur le site de Radio Rec, dans la rubrique Politiquement Incorrect avec les podcasts. Et nous avons encore cette émission où nous avions reçu Charles qui répondait à une chronique qui avait été faite ou un débat qui avait eu lieu quelques semaines plus tôt. Et alors, j'aimerais pas forcément moi qui termine, mais je pense aussi que, on a critiqué le fait que les intellectuels n'aient plus le niveau aujourd'hui et que je pense qu'il y a deux choses. D'une, des fois, déjà dans l'université, il y en a beaucoup, on en a déjà parlé dans cette émission qui doit y avoir... il y a deuxième émission de la saison, je crois, deuxième émission de la saison. J'ai pas tout non plus. Je préfère laisser, voilà. On en avait parlé justement, le fait qu'il y avait trop de personnes à l'université, qu'il y avait justement, en fait, c'était une connaissance de masse et puis une connaissance du singulier, en fait, et du tri, en fait, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est un vrai problème. Du coup, il y a beaucoup d'auteurs. Nous avons une émission sur l'éducation le 23 octobre 2014. Numéro 4 de la saison. Et donc, du coup, c'est difficile d'avoir justement des perles. Les seules perles aujourd'hui qu'on a niveau culturel, c'est quand même, et même intellectuel, c'est quand même le NS, enfin l'école normale supérieure. C'est les perles aujourd'hui qui sortent, parce que l'université, il n'y a pas spécifiquement de trucs. Donc, du coup, on a des publications qui sont plus grandes. On a de plus en plus de champs où il faut faire des articles sur des petits trucs. Je veux dire, ça peut être sur... on pourrait faire un article sur le studio. Bien sûr, voilà, évidemment. Mais que sur ce studio-là, on s'enferme à 3 personnes. Il y en a un qui va travailler sur la chemise de Raphaël. Pourquoi il porte ça, etc. Est-ce que ça dépend? Enfin bref. Ne parlons pas des looks, s'il te plaît. Voilà, on va pas parler de ça. Non, mais vous voyez, c'est pour dire à chaque fois que le domaine des connaissances n'est plus justement la généralité, la vraie connaissance, c'est la spécificité d'un cas. On veut toujours spécifier un cas. C'est un exemple comme ça, etc., etc. Et le deuxième problème, c'est aussi l'idée de cette société de consommation audiovisuelle qui se développe. C'est-à-dire qu'on avait une émission, alors certes qui marchait pas, c'était, et qui n'y est plus beaucoup, c'est l'émission avec TADI, c'est Ce soir ou jamais. Qui existe toujours. Qui existe toujours, mais qui passe le vendredi soir. Le vendredi soir, en troisième partie de soirée. Voilà, en troisième partie de soirée. Alors évidemment, d'autres vont nous dire, oui, ça marchait pas, donc on a mis plutôt là, c'est mieux. C'est en gros le sujet. Et il y avait, Elle fonctionne. Hein. Oui, non, mais apparemment c'était pas énorme. Alors du coup, vous avez voulu même la zapper une fois. Et justement, je fais référence à une émission de Touche pas à mon poste qui avait, justement, il y a une Cyril Hanouna, direct des 8. Voilà, et ça m'avait choqué. J'ai vu un extrait de cette émission qui disait, oui, ça fait je sais pas combien d'années. Cyril Hanouna qui parle dit, ouais, ça fait je sais pas combien d'années qu'elle marche pas. Il faut la zapper, c'est nul, etc. C'est-à-dire que, en fait, du moment qu'on donne des choses aux gens à regarder, et à nous-mêmes, qui sont simples à regarder. Et qui conne, les ch'tis, l'île des vérités, des trucs comme ça, c'est simple à regarder, il n'y a même pas besoin de... Voilà, donc en fait on a l'impression Tu débranches. Ouais, voilà. Alors forcément, quand on met une émission culturelle avec Ce soir ou jamais, on soit des je me permets de dire que j'ai du mal à les regarder. Tu dis c'est simple à regarder, je suis pas d'accord. C'est pas simple à regarder. Dans le sens intellectuellement, tu débranches. Parce que là, franchement, excusez-moi, mais je ne trouve pas simple à regarder. Hein. Non, mais tellement t'as compris ce que je veux dire. Je veux dire que ça nécessite ça nécessite de régresser intellectuellement. Alors. Oui, mais tu vois ce que je veux te dire. Tu vois justement, ça nécessite de régresser intellectuellement. Ça veut dire que c'est donné à tout à chacun de regarder ça. Et c'est ça, on est le gros problème, c'est que évidemment, quand on regarde des émissions comme C'est dans l'air ou d'autres, où des fois ils font, même si Calvi essaye justement de démocratiser le truc, des fois il y a des informations qui sont très complexes, il essaie de dire expliquez-nous parce qu'on va tout comprendre pour les auditeurs. Évidemment c'est plus compliqué à regarder que l'île des vérités ou les ch'tis ou d'autres émissions à la con comme ça. C'est-à-dire que c'est aussi le propre de la télévision. Dans les années de ces grandes années là avec Bernard Pivot, je suis pas sûr qu'une émission comme les ch'tis ou tout ça ait marché, comme l'émission avec Cyril Hanouna bon évidemment ça déconne machin, ça ait marché. Dire voilà, ça dépend aussi de ce qu'on nous donne à regarder ou à lire. Dire qu'aujourd'hui le dernier essai qui est en date et qui fait du buzz, c'est celui de Zemmour. Et il a été démontré par A plus B sur certains points qu'il avait totalement tort. Voilà, c'est du facile. Sur Ce soir ou jamais, rappelons que je ne connais pas les audiences de cette émission, mais rappelons que le nombre d'émissions qui ont été relayées ensuite sur les réseaux sociaux, dans les JT, parce qu'un tel avait dit telle chose, voilà. Donc finalement, même si cette émission n'a pas toujours peut-être une audience, notamment par sa diffusion le vendredi soir en fin de soirée, elle est quand même relayée suffisamment, en plus de tous ceux qui la regardent, par
les buzz qu'elle fait volontairement ou non. Et connaissant, on a déjà eu l'occasion de discuter de cette émission de Frédéric Tadei, notamment Ouais. dans des coups de projecteurs sur l'actualité. Voilà, c'est souvent pas volontaire de sa part, en tout cas, il se présente comme ça, comme des choses involontaires, mais qui sont relayées et qui sont suivies, notamment sur différentes affaires qui ont eu lieu à la suite de cette émission. Mais Donc on a là une émission quand même qui permet aussi, puisqu'on est sur une émission sur l'intellectuel, sur les intellectuels, parfois de mettre quelques intellectuels peut-être en avant, des débats un petit peu plus poussés en tout cas, et qui permettent la réflexion. Il y avait une dernière question, vous allez pouvoir peut-être me répondre en 2 mots, et vous l'avez déjà un petit peu répondu. Questionné. Voilà, mais une question que tu souhaitais qu'on pose, Marc. Voilà, l'intellectuel aujourd'hui est-il forcément une élite? Enfin voilà, est-ce que l'intellectuel c'est l'élite? On vient de parler un petit peu de ce qui irait contre l'intellectuel, à savoir ces fameux programmes télé où on voit Nabila voilà, faire ses grands shows et puis ensuite finir en prison. Voilà, enfin je veux dire, les ch'tis, alors ce sont des programmes que je ne connais pas particulièrement, mais voilà, les trucs des ch'tis qu'on envoie à Las Vegas ou je ne sais où, à Marseille, voilà, qui doivent être, j'imagine, des programmes assez enfin voilà, moi, enfin excusez-moi, je suis intervenu pour dire que c'était difficile à regarder. Il y a des moments où je trouve ça difficile à regarder comme programme, c'est très difficile. J'allume ma télé, je tombe là-dessus, je suis limite à faire une dépression des fois. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Non, mais quand je dis que c'est Et simple, je ne suis pas un intellectuel, c'est enfin, loin comme de là. ça se très regarde loin de là. ça se regarde comme un dessin animé. Je veux dire, il y a pas Oui, de, y a pas de voilà, suite, c'est y a ce pas que de je dis. raisonnement à J'allume la avoir. télé le matin, je tombe sur France 3, excusez-moi, mais ça me fait mal à la tête, les gamins qui braillent dans la télé. Oui, mais ça, quand t'étais petit, voilà. Mais je dis pas que Mais non, mais peut-être qu'il faudrait leur mettre les petits dès 3 ans, Apocalypse à la télé, hein, au moins ils comprendraient. Hein. Non, mais j'ai pas dit ça. non, mais Je je dis, rigole. si j'allume la télé Oui, aujourd'hui j'ai sur compris. France 3, je tombe là-dessus, ça me fait mal à la tête. Je dis pas ce qu'il en était quand j'étais plus petit, j'en sais rien. Mais voilà, c'est pour dire que. Et- Voilà. Pardon. Vas-y, mais non, mais Juste pour répondre, je te laisse répondre à ma répondre à question. ta question. C'est-à-dire que les élites du type Aron, du type Camus, enfin, les intellectuels du type Aron, Camus, Tolstoï, Solzhenitsyn, etc., oui, c'était des élites. Aujourd'hui, déjà, on vient de dire qu'on ne sait même pas si ça existe vraiment aujourd'hui, les intellectuels, parce que justement, ils sont plus dans le sentiment que dans la raison. Alors, sont-ils des élites? Non. Alors peut-être, Raphaël. voilà, on va peut-être pas trancher autant. Peut-être qu'on a des intellectuels, justement. Moi, personnellement, Leur j'ai majorité, connu hein, des je profs pense, extrêmement brillants. Mais c'est peut-être justement ces gens-là qu'on met pas en avant, ou qui se mettent pas en avant, ou qui écrivent justement de manière à cibler uniquement, comme tu le disais. On a des micro-sujets. C'est-à-dire qu'on va parler de l'industrie de la poterie au 18e en Poitou-Charentes. Mais tu vois, c'est un truc, mais Non, ça, c'est c'est le pas- journal de Jean-Pierre Pernaut. ben non, c'est aussi le sujet de les pas mal thèses de, de- de ouais. chercheurs, d'historiens. Mais du coup, comme c'est des micro-sujets, forcément, bah, tu as une micro-population, si je puis dire, qui est en passe d'être intéressée par ton sujet. Qui est en passe de comprendre, parce que des fois, c'est vrai qu'il faut de avoir quand même un comprendre. contexte. Donc voilà, après, tu parlais voilà, de l'ENS. Tu as aussi beaucoup de textes qui sont publiés dans des éditions universitaires, qui sont forcément plus obscurs que le livre de Trierweiler qui est mis en avant sur les vitrines à la FNAC. Donc il y a aussi tous ces phénomènes-là. Mais c'est un cercle vicieux qui est assez compliqué à résoudre parce que par la télévision, là, tu dis en même temps, il faudrait mettre des émissions de meilleure qualité, mais en même temps, ça n'intéresse pas les gens. Donc Parce qu'est-ce qu'on qu'en fait, fait je pense que Les livres, c'est un peu la même entre chose. guillemets, le système médiatique fait en sorte que on cherche pas. Parce que si aujourd'hui les gens se questionnaient, avaient tendance à aller vers la culture et le raisonnement, tout leur programme foutrait le camp. Bon, ils changeraient. Moi, j'aurais tendance Mais- à te dire que voilà, le système médiatique s'en fout de ce qu'il diffuse. Le système médiatique s'adapte à ce que le public regarde. demande, C'est-à-dire que si ça, c'est regardé, on fait encore. Les ch'tis à Miami, Ouais, c'est les dégueulasse. Marseillais à Mais- Cancun ou je sais pas où. Et tu vois, on en fait, on voit que ça plaît, on recommence. Si on leur dit demain, les Français veulent une émission où on va leur lire le dictionnaire, eh ben, ils te feront une émission où on te lira le Ouais, mais dictionnaire. ce que je veux et te ce dire, sera c'est très que bien là, fait. pour l'instant, ils sont en train de convaincre les Français de regarder que ça. Des émissions, enfin, une partie des Français à regarder que Une ça. partie, parce Quel qu'après, si intérêt- t'es Bien honnête, sûr. tu dis toi-même tu regardes pas, moi Ah je oui. regarde pas, je traîne pas Oui. souvent sur NRJ12. Donc après, si Non. tu veux trier, tu peux faire le tri. Comme je te Bien dis, sûr. tu peux regarder le JT de France Bien 2, tu sûr. peux aussi regarder le JT Mais d'Arte. en majorité, on a plus de chances de tomber sur, hein, même si on fait au pif comme ça, tomber sur une chaîne, voilà, où soit c'est des, voilà, Ah, mais des c'est aussi chaînes ce qu'on recherche parfois. Hein. de, De, oui. de trouver des programmes dont les gens ne se prendront pas la tête en les On regardant. débranche. Je pense c'est ce que que je justement, disais, voilà. voilà, c'est ça. Non mais oui, non, mais justement, mais c'est aussi ça le problème, c'est qu'on peut très bien débrancher avec un débat. C'est, enfin, je suis quand même. Non mais si, c'est-à-dire qu'on peut se reposer, on a une journée difficile, etc. Quand on entend un débat, on demande juste de faire appel à l'intellect. Là, on n'est pas là en train de se dire, voilà, c'est. Et j'aurais même Et envie oui, d'ajouter, juste avant que tu t'ajoutes quelque Conclue. chose, Nicolas,
Le problème, c'est pas justement qu'on ait des émissions qui nous permettent, je vais réutiliser une troisième fois, de débrancher le cerveau une fois qu'on rentre du travail, une fois qu'on a passé une journée à débattre avec des gens. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y ait que ça. Le problème, c'est qu'il y ait justement des émissions qu'on débranche, mais où tu fais ça toute la journée si tu regardes la télé, parce qu'il Bien sûr. n'y a pas d'alternative. Comme tu le disais, ce soir ou jamais, c'est le vendredi en troisième partie de soirée. Donc forcément, tu n'as pas des millions d'alternatives si tu cherches justement à accéder à ce type d'émission, à ce type de savoir intellectualisant, où ça débat, où il y a un échange d'idées. Donc voilà, et puis pour continuer justement, je pense que le but c'est aussi de forger l'opinion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forger. Voilà, les gens sont un peu comme on est un peu comme des moutons. Genre, on va regarder la télé sur tel ou tel sujet, et puis voilà. Et puis ils ont aucune justement raison avec un tiers de faire changer les programmes parce qu'ils sont très bien dans cette forme de truc là. C'est vrai qu'il faudrait qu'ils changent tout là, y compris les présentateurs, les émissions, etc. et autres. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir débattu sur ces deux sujets. Je vous rappelle le livre de Thomas Piketty. Thomas Piketty, donc Le Capital au XXIe siècle, un livre de 2013, 976 pages, que Raphaël vous recommande de lire. Et après cette chronique, évidemment, on vous recommande de lire car il est intéressant. Et je pense qu'on doit pouvoir, évidemment, si on emprunte ce livre dans une bibliothèque, eh bien, tout simplement pouvoir en lire quelques parties car bien, son analyse mérite sans doute d'être connue. Merci à vous d'avoir débattu aussi sur ce second sujet, sur la place des intellectuels dans le monde aujourd'hui. J'espère que cela vous aura intéressé, chers auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, Incorrect, et sur Facebook, Politiquement Incorrect. Tous les podcasts sont en ligne sur radiorec.fr. On a fait référence dans cette émission à d'autres émissions, à des anciennes. Je vous rappelle qu'on a mis récemment la première émission de Politiquement Incorrect en ligne. Ça peut valoir le détour. Si vous aussi, vous voulez nous rejoindre, notamment de voir un petit peu ce que faisait l'équipe à l'époque de la première, et vous verrez que vous n'avez pas à rougir de vouloir nous rejoindre. Il n'y aura pas de souci, on vous accueillera et vous ne pourrez que mieux faire finalement par rapport à nous au début. Et c'est vrai que c'est intéressant de passer aussi derrière le micro pour faire des émissions de temps en temps, que ce soit dans Politiquement Incorrect où on parle de société ou dans d'autres émissions de cinéma, de sport éventuellement si une émission se remonte, de jeux vidéo, voilà, sur l'urbanisme également peut-être bientôt. Donc voilà, toutes ces émissions que vous retrouverez sur le site de la radio et en direct lorsqu'elles auront lieu. Vous le savez, depuis quelques semaines maintenant, nous faisons une petite référence en fin d'émission à un événement. J'en ai trouvé un ici, organisé par l'École des Ponts ParisTech sur le campus de la Cité Descartes. Une nuit pour entreprendre. Un événement qui aura lieu le 17 décembre prochain. Tu es étudiant de l'Université Paris-Est, ParisTech ou bien de PSL, voilà, je ne sais pas, je lis en même temps. Tu as l'envie d'entreprendre, teste tes idées et tes qualités et gagne peut-être l'un de nos nombreux lots. Voilà, ce sera le 17 décembre à l'école des Ponts pour ceci, et c'est sponsorisé par l'incubateur Descartes. Voilà, sur le campus, et comme quoi on mêle toujours l'économie, l'urbanisme, la ville, voilà, les études sur la ville et le savoir, puisqu'on parlait d'une émission avec les intellectuels. Et bien voilà, vous avez des idées, n'hésitez pas, il y a plein de choses qui se font sur le campus, à commencer par la radio que vous pouvez rejoindre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et on se retrouve très bientôt sur Radio Rec pour Politiquement Incorrect. Très bonne soirée à vous et à bientôt. Radio Rec. La radio étudiante.